C'est toujours un plaisir de se retrouver à ces controverses écologiques. Je remercie la Fabrique écologique aujourd'hui d'avoir aussi œuvré dans le sens de ce sujet, parce que nous avions discuté, c'est, je pense, un sujet fondamental. Sorbonne Développement Durable aujourd'hui fédère de nombreux chercheurs au niveau de Paris 1, mais maintenant, grâce à nos partenariats, finalement cela s'étend très largement. Cela rejaillit évidemment sur nos doctorants, sur les masters, sur les licences. Je pense que toute la communauté des étudiants, de 42 000 étudiants quand même par an à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, eh bien c'est quelque chose qui est fondamental à véhiculer. Donc ce que nous avons décidé de faire de plus en plus, c'est d'impliquer également les doctorants et les jeunes chercheurs dans des débats et également dans des prises de responsabilité au sein de notre association. Donc on vous tiendra au courant évidemment, et puis par la courroie de transmission de la Fabrique écologique, nous vous transmettrons le résultat de cette prise de position qui déroge un petit peu à ce qui se fait habituellement, où évidemment cela étend nos capacités. Nous avons réalisé un workshop en décembre dernier sur les changements climatiques avec UNA. Vous savez qu'aujourd'hui, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c'est une université parmi 8 autres. Et il y a 7 autres universités en Europe qui se sont fédérées avec nous. Nous représentons donc 550 000 étudiants. Ces 550 000 étudiants considèrent comme une des problématiques principales le développement durable. Et donc tout cela, c'est formidable parce que non seulement nous avons de nouvelles recherches passionnantes qui émergent et qui nous abreuvent et nous irriguent, mais nous avons également certainement des propositions à venir qui vont prendre corps dans le cadre de ce type de rencontres et à travers justement ce dialogue constructif, mais en même temps stimulant, parce qu'il n'est pas univoque. Merci et bonne controverse. Je vais rajouter juste un mot que j'ai oublié, je m'en excuse, parce que de son côté, la Fabrique écologique a un groupe de travail qui travaille depuis maintenant plusieurs mois sur ce sujet de la condition animale. Un groupe de travail qui d'ailleurs est composé de manière tout à fait pluraliste, puisque c'est le principe de notre fonctionnement, c'est-à-dire avec des gens qui ont des opinions, qui peuvent avoir des opinions diverses sur ce sujet, et qui va déboucher au mois de mai ou au mois de juin. Là aussi, je parle sous le contrôle d'Anaïta. Au mois de mai ou au mois de juin, et donc la Fabrique écologique va publier une note sur ce sujet avant l'été, et je pense que cette note vous intéressera aussi, puisqu'elle apportera aussi des éléments de débat et des éléments de propositions concrètes. Voilà, merci beaucoup et bon travail. Et bonne réunion, c'est pas du travail, c'est de la réunion. Merci. Bien, je voudrais tout d'abord donc remercier Géraud Guibert et Anaïta Grisoni et Yann Thomas de m'avoir proposé d'animer cette controverse. Je ne suis pas un spécialiste de la question animale, je le dis tout de suite. Je suis géographe, professeur ici à Paris 1. Je m'intéresse aux questions de biodiversité en général. Ça inclut bien sûr un peu la question animale, mais je ne suis pas un spécialiste. Et donc, mes premières remarques seront des remarques générales. Pour certains spécialistes, elles peuvent paraître banales. Première chose, cette question animale, elle n'est pas si nouvelle que ça, et pas si nouvelle que ce qu'on pourrait croire. Elle parcourt en fait toute notre histoire. On pourrait remonter bien sûr très loin, la grotte Chauvet, Lascaux. On peut penser également au Moyen-Âge, au procès des animaux au Moyen-Âge, ou des épisodes de peste qu'on attribuait aux rats, même si on sait aujourd'hui que c'est un peu plus complexe que cela. On peut penser aussi à la lutte contre certains animaux, contre certains prédateurs, et je pense ici aux travaux de Jean-Marc Morisseau sur le loup. Je crois que chaque époque, chaque société s'est attachée à définir, à délimiter ce que devait être la juste place de l'animal. C'est l'expression qu'emploie de façon tout à fait pertinente Isabelle Arpin, qui est anthropologue. C'est une question donc qui n'est pas nouvelle, mais qui connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Elle explose littéralement dans le débat public depuis quelque temps, et ce pour plusieurs raisons que je vais essayer d'évoquer sans forcément les classer.
La première raison, elle tient bien évidemment à la crise du vivant non humain dont on apprend jour après jour, mois après mois, à quel point elle est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il y a des espèces qui disparaissent, mais peut-être plus grave encore, des populations d'espèces qui s'effondrent. Et un article récent qui est paru dans Le Monde de Vinciane Després était intitulé « Un monde sans oiseaux ». Ça rappelle bien évidemment l'ouvrage de Rachel Carson, « Printemps silencieux », qui était paru en 1962. C'est donc aujourd'hui l'existence même de ce monde animal qui est menacé dans sa diversité, dans sa fonctionnalité, et c'est à mon avis une des raisons de l'émergence de ce thème. Cette crise du vivant non humain, notamment des animaux, ou de ce que certains appellent les autres animaux, interroge aujourd'hui tous nos modes de développement. Bien sûr, nos modes de production, on pense à l'agriculture, et Anne-Cécile Suzanne qui est là pourra nous en parler. Donc, nos modes de production, nos modes de consommation, Gilles Luneau aura beaucoup de choses également à nous dire là-dessus, nos modes de consommation de viande, mais aussi, l'actualité le démontre, nos mobilités et nos loisirs, avec des exemples très proches, la chasse, la pêche, les parcs zoologiques ou encore les cirques et le problème de la condition animale. Donc ça interroge véritablement nos modes de développement, mais plus généralement nos modes d'habiter le monde. On est dans un monde où l'urbanisation progresse toujours davantage, avec son corollaire qui est l'artificialisation des sols et la perte d'espaces sauvages, entre guillemets, d'espaces peu ou pas anthropisés. Il y a des études récentes qui montrent qu'entre 2000 et 2013, 900 000 km² de forêts peu anthropisées ou non anthropisées ont disparu dans le monde. 900 000 km, c'est l'équivalent de la surface du Venezuela ou de la surface du Nigeria. Et ce, donc, dans des espaces peu peuplés où les rencontres homme-animal étaient relativement limitées. Et donc, on a un résultat qui est paradoxal, au moins en apparence. Plus la place du sauvage diminue, plus les espaces de rencontre entre l'homme et l'animal sauvage se multiplient. Des exemples récents avec les éléphants de Ceylan, les tigres en Inde, le loup. Ces frontières spatiales sont de plus en plus poreuses et posent avec de plus en plus d'acuité la question de la cohabitation. Ces frontières spatiales, elles sont d'autant plus poreuses qu'un certain nombre de politiques publiques visent explicitement à réintroduire de la biodiversité et donc de l'animal, sauvage ou pas, dans des espaces qui s'en étaient éloignés, que ce soit des espaces ruraux, mais aussi des espaces urbains. Et là, Alice Zébertier aura sans doute des choses à nous dire. Ces frontières poreuses, elles peuvent être source de rencontres, de joie, de connaissances. Elles sont aussi parfois source de conflits, de violences ou de luttes pour le territoire. Donc des frontières spatiales, mais aussi des frontières culturelles, mentales et juridiques qui sont interrogées aujourd'hui. Les notions autour de l'animal sont de plus en plus discutées. Vous le savez, il n'y a plus d'espèces nuisibles depuis la loi biodiversité. Il y a des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, c'est très différent. L'espèce nuisible a disparu. La frontière entre le domestique et le sauvage est également discutée. Ou encore la frontière entre l'animal autochtone, l'animal exotique. Toutes ces frontières, toutes ces limites qui pouvaient paraître claires sont discutées. C'est parfois même le regard sur l'animal qui s'inverse. J'en veux pour preuve l'ouvrage de Vinciane Després, qui est quand même intéressant à lire, très agréable à lire et intéressant. Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions? Où elle montre que les animaux peuvent être de véritables acteurs sociaux, à part entière, avec des capacités de compréhension, d'adaptation, des stratégies, et une capacité à comprendre à leur manière les situations qu'ils rencontrent. Plus fondamentalement encore, c'est la frontière même entre humain et non humain qui est
posée, qui est soulevée avec tous les débats que ça entraîne et dont on va certainement parler autour du bien-être animal, de l'alimentation carnée, du droit des animaux ou encore de l'antispécisme. De ce point de vue-là, les travaux de sciences sociales, notamment d'anthropologie, sont utiles, très utiles. Les travaux de Descola, notamment, mais de toute l'école de Descola, sont fondamentaux là-dessus. Descola montre bien que cette discontinuité homme-animal qui est au cœur de ce qu'il appelle l'ontologie naturaliste, pour faire simple, la vision occidentale du monde, ne correspond qu'à une partie des ontologies présentes sur Terre, que bien d'autres peuples ont des façons de voir le monde où cette discontinuité homme-animal n'existe pas. Alors derrière, donc l'animal est un objet comme ça, frontière, qui permet de discuter à la frontière entre la science, entre la politique, entre différentes disciplines, qui fait intervenir également des artistes de plus en plus intéressés à ces questions-là. Derrière ces grandes interrogations, le géographe revient un petit peu sur le devant. Il y a un aspect qui est fondamental pour nous, c'est la question du territoire. On ne rencontre jamais une espèce, on rencontre un ou des individus d'une espèce. Et on ne les rencontre pas de façon intemporelle, on les rencontre dans des lieux donnés, avec des temps de la rencontre qui sont décisifs dans la façon dont peut se passer la rencontre, dont la cohabitation peut ou non être envisagée. C'est donc bien toujours cette cohabitation sous l'angle d'un triptyque qu'il faut la voir, qui implique des individus humains, des individus autres animaux et des situations socio-spatiales dans lesquelles cette interaction se déroule. Et ce qui fait que les discours très généralisants ne sont pas toujours très opérants. En effet, pour qu'il y ait cohabitation, il faut des espaces, des lieux à habiter, des territoires à partager. Alors la séance ne suffira sans doute pas à tout aborder, à tout régler. Elle a le mérite d'engager la discussion autour de 3 intervenants. Anne-Cécile Suzanne, qui est agricultrice et consultante. Gilles Luneau, écrivain, journaliste, réalisateur, et qui vient de sortir un livre dont il vous parlera. Et Alizé Berthier, qui est docteur en géographie à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Alors je demanderai à ces 3 intervenants d'abord de se présenter un peu plus longuement chacun, et puis d'aborder ensuite 4 questions qui ont été identifiées par les membres de la Fabrique écologique avec l'aide de Catherine Carré, qui sont les 4 questions pour engager le débat. Première question, qu'est-ce que vous entendez à titre personnel par cohabitation ? Est-ce que cette cohabitation, elle vaut pour tous les types d'espaces et pour tous les types d'animaux? Est-ce qu'on peut cohabiter avec tous les animaux et partout? Deuxième question, elle est dans le prolongement, dans cette relation à l'animal, quelle est la part du lien intime et la part de ce qui est une conception générale autour de ce qui fait société, c'est-à-dire autour du politique? Troisième question, est-ce que vous avez le sentiment, avec votre expérience, que les choses bougent, que l'animal est non seulement au cœur des débats, mais qu'il est aussi au cœur d'évolutions fondamentales qui vont transformer les choses, pas simplement une vague médiatique? C'était la 3e question. Et d'un point de vue plus politique, 4e question, est-ce que vous voyez dans l'explosion de cette question, le développement d'associations de défense de la cause animale, le signe d'une véritable sensibilisation de la société au-delà des rangs écologiques, et quelles sont les conséquences qu'on peut attendre de cette évolution? Voilà un petit peu en guise d'introduction. Donc je ne sais pas, parmi les 3 intervenants, celle ou celui qui veut prendre la parole. Il n'y a pas d'ordre préétabli. Honneur aux dames. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Anne-Cécile et moi je suis éleveuse de bovins allaitants. Donc j'habite dans l'Orne, en Basse-Normandie, dans le parc naturel du Perche, et c'est important. Et donc j'ai 80 vaches environ. Au total, vu que je fais grandir tous mes animaux, j'ai 240 bovins, ce qui commence à être conséquent. Et donc c'est de l'élevage plein air majoritairement, sauf l'hiver.
Donc il y a 110 hectares de prairies pour faire vivre tous ces animaux. Et puis il y a aussi 80 hectares de culture, parce que je suis en polyculture élevage. Donc je produis mes céréales, j'en vends une partie, je donne le reste à mes animaux. Et puis un petit peu de pommes aussi. Donc voilà, c'est une activité assez diversifiée. Donc moi j'interviens en tant qu'agricultrice assez régulièrement dans les médias parce que je crois fermement aux vertus du modèle de la polyculture élevage. Je suis persuadée de bien faire vivre mes animaux aussi. Alors on peut toujours améliorer les choses, on est tous humains et l'erreur existe et les modèles doivent toujours s'améliorer, sinon ce serait triste. Mais en tout cas je pense qu'on fait quand même de belles choses en France. Donc ça c'est la première chose. Et puis sinon je suis aussi consultante effectivement en transformation du secteur public. Donc je cumule 2 activités, que ce soit étudiante et agricultrice ou consultante maintenant et agricultrice, depuis maintenant 7 ans. Voilà, donc je pense que déjà ces quelques infos vous permettront de mieux cerner le profil. Et je sais pas, les premières questions, du coup la cohabitation. Alors je pense qu'en tant qu'éleveur, on peut dire qu'on cohabite complètement avec nos animaux. Enfin, j'ai ma maison et j'ai ma ferme juste à côté, donc on n'est pas colocataire mais presque quoi. Et donc c'est une relation qui en fait constitue l'essentiel du métier d'éleveur. Je suis toute la journée avec mes animaux, sauf quand je suis à Paris, mais sinon c'est 100%. Donc ça suppose en fait de les connaître un petit peu. Et je dois dire que quand on dit que c'est une révolution quasiment que de penser que les animaux sont sensibles, en fait quand on est éleveur c'est une évidence absolue. Les animaux sont sensibles, les animaux sont intelligents. Moi mes vaches elles réfléchissent, alors elles ont leurs propres réflexions qui sont complètement indépendantes du schéma de réflexion qu'on peut avoir en tant qu'humain. Mais en tout cas elles ont tout ça, elles nous reconnaissent très bien, elles ont une mémoire. Et aussi, elles ont énormément de comportements sociaux. Donc, moi, elles vivent en troupeau, donc ça se manifeste particulièrement. Il y a des vaches qui sont complètement meilleures amies, il y en a d'autres qui se détestent absolument et qui seraient capables de s'entretuer. Il y a des veaux qui tiennent à leur mère, des mères qui tiennent à leurs veaux. Donc, il y a vraiment tout un schéma qu'en tant qu'éleveur, on observe au quotidien. Donc, c'est vraiment, je pense, une chose sur laquelle il faut insister. Et on a tendance à dire que l'élevage, en s'industrialisant, on perd cette notion d'animal sensible. Et au final, je pense que même si on a un élevage industriel, on sera amené en tout cas à observer ces comportements parce que dans tous les cas, ils existent, quoi. Donc ils peuvent être un petit peu bridés, mais ils existeront toujours. Donc ça, c'est une chose, mais en fait, le fait de cohabiter avec les animaux au quotidien, ça ne m'empêche pas effectivement d'aller les envoyer à l'abattoir, mais pour une raison simple, c'est que le fait de cohabiter avec eux, ça ne m'empêche pas de penser que l'humain reste supérieur aux animaux et qu'on a des besoins en tant qu'humain qui n'existent pas chez les animaux, en particulier les besoins culturels. Et ces besoins culturels, ils impliquent un bon repas. Et ce repas-là, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il y a toute une beauté dans le terroir français qui aujourd'hui est quand même beaucoup remise en cause. Et moi, je crois fermement à ça. Et je crois que ma mission d'éleveuse, c'est de bien traiter mes animaux toute leur vie, de faire attention à ce qu'ils soient abattus dans des conditions qui sont respectueuses de leur bien-être, en tout cas qu'ils ne leur fassent pas souffrir, qu'ils ne les inquiètent pas. Et que jusqu'au bout, l'animal ne soit pas conscient qu'il va mourir. Donc ça, c'est absolument important à mes yeux. En revanche, il y a une chose qui est encore plus importante, qui est tout aussi importante, pardon, mais c'est la culture et le terroir. Voilà. Merci beaucoup. On continue. Alizé, Voilà, j'étais sûre que j'allais faire une bêtise. Bonjour à tous. Donc, comme Laurent l'a présenté, moi je suis récemment docteur en géographie. J'ai travaillé sur les questions de relation aux oiseaux, donc aux oiseaux sauvages dans le Grand Paris. Donc, ce que je désigne par Grand Paris, c'est Paris et la Petite Couronne. Et je me suis essentiellement intéressée au point de vue des habitants. Et également aussi aux politiques de gestion publique des oiseaux, et de la biodiversité, et des oiseaux quand ils deviennent nuisibles, parce que je suis pas complètement, même si le terme a été supprimé, je trouve que la notion, elle est encore très présente dans les esprits et même dans les pratiques de gestion, et qu'au final, parler d'animal susceptible de causer des dégâts, je suis pas juriste, mais dans les pratiques que j'ai pu observer, ça change pas grand-chose avec la notion de nuisible qu'il y avait avant. Par rapport à la présentation personnelle aussi, je pense que vu que ça va être aussi un objet du débat, même si je ne suis pas militante dans aucune association, je suis végétarienne moi depuis toute petite et j'ai grandi dans une famille qui ne l'est pas, mais où il y avait un rapport à l'animal parce que mon père était vétérinaire en parc zoologique, donc c'est aussi des questions éthiques qui se posent.
Voilà, donc je pense que c'est aussi pour ça que je m'intéresse à ces questions. Et pour ce qui est de la question de la cohabitation, qu'est-ce que je mets derrière la cohabitation avec les animaux? C'est bien, ça fait un pendant parce que moi j'ai plus travaillé sur les animaux sauvages du coup. Je voulais déjà préciser que je trouvais important de parler du terme, de prendre le terme cohabitation. Pour moi, il suppose, si on reprend la racine, enfin si on décompose le terme, donc de cohabiter, donc on habite avec. Et donc là, en l'occurrence, si on parle de cohabitation humains-animaux, donc on habite avec d'autres animaux. Et donc pour moi, le choix du terme, il n'est pas neutre. Et il suppose de reconnaître en fait une forme de légitimité à ces animaux à être aussi sur ces territoires, et notamment en ville, sur des territoires qu'on a d'abord pensés et qu'on continue largement de penser comme des territoires humains, et enfin faits par les humains et pour les humains d'abord. Voilà, donc ça c'était pour poser les choses. Et du coup, une fois qu'on a défini le terme comme ça, la question qui se pose, c'est du coup comment on fait pour penser des modes d'habiter qui soient bénéfiques ou au moins pas négatifs pour une des deux parties, donc pour les humains en présence et pour les animaux concernés. Et donc là, c'est là que, une fois qu'on a dit ça, la situation se complique. D'abord, pour moi, je voulais le poser en début de débat, il y a une difficulté, je pense, fondamentale à ces questions et qui fait que, en fait, on s'écharpe parfois, ou en tout cas qu'on a parfois certains défenseurs, donc que ce soit des militants écologistes ou des militants de la cause animale, ou des chercheurs, en fait, arrivent à ne plus pouvoir se parler et se comprendre. C'est que là, on est là à discuter de cohabitation entre humains et animaux, mais en fait, autour de la table, il manque quand même une des deux parties, et ça reste toujours des humains qui parlent d'animaux. Voilà. Et donc, on reste, je trouve, forcément. Il y a une sorte de difficulté inaliénable au fait que, ce que Elisabeth de Fontenay a très bien décrit dans Le silence des bêtes, au fait que voilà, même quand on veut défendre les animaux, on parle à leur place, et même si s'il faut faire les efforts de se décentrer, d'essayer de les comprendre, de comprendre les comportements, etc., je pense qu'il y a une forme d'humilité à avoir sur le fait que on peut se tromper, et que et ensuite, la deuxième difficulté, comme l'a rappelé Laurent, moi je me positionne aussi en géographe, et c'est donc que quand on parle de cohabitation entre humains et animaux, la question c'est en fait qui habite, avec qui on habite et où on habite, et donc en fait derrière des termes apparemment englobants, en fait on a une diversité d'humains avec une diversité de sociétés avec leur culture, et d'individus humains avec leurs expériences de vie et leurs histoires de vie, etc. Et une diversité d'animaux, donc la cohabitation elle se pose pas dans les mêmes termes selon les espèces, selon qu'on parle de mammifères, d'oiseaux, d'invertébrés, etc. Et selon qu'on parle d'animaux sauvages ou d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages mais plus forcément considérés comme tels quand ils sont dans des territoires très anthropisés. Et également une diversité des situations de rencontres. Donc comme l'a rappelé Laurent, là je m'inscris là-dedans. Voilà, ce qui fait que il faut toujours en fait rappeler comment ça se passe, avec qui on habite et où. Moi, je me suis intéressée donc au contexte urbain et vraiment urbain dense, dans une métropole comme Paris, et à un type d'animaux que sont les oiseaux. Et même au sein de ces oiseaux, j'ai dû aussi m'intéresser à certaines espèces plus particulièrement parce que, encore une fois, ça recouvre, derrière le taxon oiseau, il y a plein de réalités différentes aussi selon les types d'oiseaux. Et du coup, je sais pas, parce que je pense que je vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais l'idée effectivement que j'avais pas en commençant ma thèse et que j'ai de plus en plus maintenant, et surtout après avoir interrogé pas mal d'habitants, c'est qu'en fait cette cohabitation avec ces animaux donc sauvages en ville, mais je pense que ça peut s'appliquer à d'autres types de territoires, elle n'est pas forcément recherchée par tous et partout, et pas avec tous les types d'oiseaux, parce qu'en fait typiquement
les personnes que j'ai pu interroger, oui, quand on parle d'oiseaux en général, tout le monde va dire oui, c'est génial, j'adore les oiseaux et c'est trop bien qu'il y en ait à Paris. Mais en fait, c'est parce que derrière, on peut mettre ce qu'on veut et donc on va mettre les oiseaux qu'on aime bien et on va passer du coup sous silence les espèces ou les situations dans lesquelles ils dérangent. Et en fait, je pense que de plus en plus que pour avoir une cohabitation apaisée et potentiellement bénéfique pour les humains comme les animaux, faut du coup vraiment penser ces différents espaces, ces différents lieux de rencontre et aussi de non-rencontre en fait, et de peut-être du coup accepter que certains humains ne veulent pas forcément cohabiter avec certains animaux, voire avec tous, et donc penser peut-être des espaces où on arrive à signifier que là on les réserve pour l'humain, et inversement que certains animaux n'ont pas forcément envie d'avoir de lien avec nous non plus, même s'il y en a qui reviennent en ville naturellement, d'eux-mêmes, parce qu'ils y trouvent des besoins, c'est aussi... parce qu'ils en tirent profit de ressources humaines en ville, c'est aussi parce qu'il y a destruction d'habitats à côté, et donc ils viennent se réfugier. Donc c'est je pense que c'est plus une question de débat après à avoir. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il faut essayer de penser des territoires séparés, des territoires partagés aussi. Et ça peut se faire à toutes les échelles et même au sein de l'urbain, avec des lieux en ville qu'on va réservés à des potentielles rencontres comme les espaces verts. En tout cas, ils sont pensés comme tels par la plupart des habitants. Et des lieux où on va moins accepter l'animal, mais aussi, pour moi, le corollaire à ça, c'est aussi d'accepter de réserver des lieux où nous, on se retire et où on les laisse un peu plus tranquilles aussi. Voilà. Bien, alors... Donc moi je m'appelle Gilles Luneau, je suis journaliste. Si on se définit par rapport au territoire, je suis breton d'origine, d'un petit village des Marais de Redon, si certains connaissent, à la frontière des 3 départements, Loire-Atlantique, Morbihan et Ille-et-Vilaine. Donc moi j'ai une enfance rurale, mes cousins étaient paysans, moi mon grand-père forgeron et mon père ouvrier plombier. Voilà, donc j'ai vécu vraiment dans le monde rural, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais partie d'une génération, comme je suis certainement le plus vieux ici, où le soir en rentrant de l'école, il fallait prendre de la faucille et on coupait l'herbe pour les lapins, voilà, voire même donner un coup de main pour aller tirer les vaches. Donc, moi j'ai vécu, pourquoi je suis là? Parce que depuis, entre autres, on va dire dans mon activité journalistique, depuis on va dire au moins 40 ans, je suis tout ce qui est politique agricole commune. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans divers journaux. J'ai longtemps travaillé pour le Nouvel Obs. Le Nouvel Obs, on ne pouvait pas beaucoup parler paysans. J'y faisais plutôt du grand reportage, j'étais au service étranger. Mais par contre, il y avait Challenge qui à l'époque faisait encore des enquêtes et des reportages économiques intéressants qui n'étaient pas focalisés comme aujourd'hui simplement sur les héros du 440. Et puis après, je suis passé à Géo et aujourd'hui, je collabore essentiellement à Oui Demain et à un magazine trimestriel sur la ruralité qui s'appelle Regain. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis là en fait, et parce que je viens de sortir un livre, qui est une avant-première, parce qu'il est en librairie le 20 février. J'ai fait une enquête sur tout ce qui est alternative à la viande, c'est-à-dire les substituts à base de protéines végétales et la viande in vitro. Donc c'est une enquête économique qui en gros, on pourra y revenir, en 2 mots révèle que les financeurs de ces startups-là sont les mêmes qui financent les organisations animalistes, tous les activistes, antispécistes, etc., qui financent aussi le lobbying à Bruxelles et à Paris. Et puis auprès de tous les parlements nationaux pour faire bouger les lois dans le sens des antispécistes. Voilà, c'est ce que révèle avec... c'est très économique, avec j'ai fléché, j'ai tracé l'argent en fait. Hein. On est quand même sur des centaines de millions de dollars. Voilà. Pour en revenir à notre débat, arrêter la pub perso. Donc sur la cohabitation... moi, je peux partager des réflexions de journalistes, d'observateurs comme ça sur la longue durée. Moi, j'ai vu se transformer l'agriculture. C'est-à-dire que je suis d'une région où quand on avait 4-5 hectares, on était un gros paysan. Quand même 10 hectares, c'était un cumulard. Il faut se rappeler de ça. Je suis né en 50. Hein, je veux dire, c'est pour vous donner un peu
le diapason de ça. Et donc j'ai vu la Bretagne se défigurer sous l'industrialisation agricole. Je pèse mes mots. Et elle s'est défigurée, ça a été une hémorragie démographique. Si je vous donne en chiffres nationaux, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 2,5 millions de fermes, 10 millions d'actifs agricoles. Aujourd'hui, on est à, de mémoire, hein, j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, ça ne s'arrange pas avec l'âge, on est à 430 000 ou 450 000 chefs d'exploitation et on est à 850, 860 000 actifs agricoles. C'est quand même une hémorragie gigantesque. Et il faut savoir, pour mettre en regard, pour être juste ou honnête au moins par rapport à ce chiffre, on avait certainement besoin de restructurer l'agriculture parce qu'au sortir de la guerre, on mourait de faim. Enfin, je ne vais pas faire un exposé. J'ai fait ici pendant quelque temps un cours sur la politique agricole à la Sorbonne. Je reviens par la petite porte. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait besoin de restructurer pour devenir autosuffisant. Cette autosuffisance, en restructurant, on va dire en diminuant d'un tiers le nombre d'exploitations, on y est arrivé au milieu des années 70, au niveau européen, hein, de l'Europe commune de l'époque. Et que depuis, on est en perte d'autonomie de plus en plus, et on est totalement dépendant aujourd'hui. Et c'est vraiment lié à l'industrialisation de l'agriculture. Je donnerai qu'un chiffre, 53 millions d'importations, 53 millions de tonnes de céréales et substituts aux céréales importés en Europe par an pour nourrir les élevages industriels. On arrête pendant 15 jours de livrer et ça meurt dans tous les élevages qui sont sur le pourtour des côtes, que ce soit, je veux dire, de la Hollande à ici. Hein. Voilà. Donc, j'ai vu comment l'industrialisation, et avec ça, j'ai vu se transformer totalement la relation à l'animal. Hein. Je ne perds pas mon fil, je veux juste vous en donner le paysage. C'est-à-dire que quand vous avez une agriculture dont j'imagine, c'est celle que vous pratiquez, polyculture élevage, où le paysan s'occupe de ses animaux, les connaît, etc., on a des relations, j'y reviendrai, avec des animaux domestiques qui sont faites dans le respect. Un paysan, il a tout intérêt à ce que ses animaux soient bien soignés, vu que c'est son gagne-pain quand même. Voilà. Quand on passe à l'industrialisation, c'est pas pour rien qu'ils ont des numéros, c'est qu'ils sont devenus des objets. Ils sont devenus simplement des objets, voire du minerai. C'est comme ça qu'on parle aujourd'hui à l'échelle de la production industrielle de viande. Je ne parle plus d'élevage, je parle vraiment de production industrielle. Et c'est abominable, c'est dénoncé, et heureusement, et pas seulement par les organisations de la cause animale, c'est dénoncé par les paysans eux-mêmes depuis les années 80. Hein, je rappellerai les premiers mouvements qui sont partis contre l'élevage de veaux aux hormones, etc. C'est parti de ce qui est devenu la Confédération paysanne aujourd'hui. Donc c'est pas nouveau la contestation pour la cause animale. Mais ce changement-là dans la relation à l'animal, sa chosification, remonte un peu plus loin même. C'est-à-dire que je vois ici, il va y avoir vraisemblablement beaucoup d'étudiants. Je vous invite à travailler sur l'histoire de la zootechnie. Hein. C'est-à-dire, on remonte au 19e, au 18e, sur des principes, justement, on revient, on va dire, à du Descartes dur. Hein. Descartes avait pris comme principe méthodologique de réfléchir sur l'homme-animal, on l'a pris au mot, et à partir du 18e, il y a tout un courant, ça remplit les bibliothèques, vous allez à la bibliothèque de Rambouillet ou à celle du Muséum sur la zootechnie, c'est l'application des principes industriels à l'élevage, c'est-à-dire parcellisation des tâches, et on va arriver on va dire, à une perte de savoir gigantesque, hein, en même temps que de l'inhumanité à tous les niveaux de l'élevage. Je parle d'inhumanité parce que quand vous êtes éleveur aujourd'hui, je vais prendre le cas d'un élevage de poulets en Bretagne, je ne sais pas, qui a 150 000 poulets. Quel est le travail de l'éleveur aujourd'hui? C'est simplement de passer 3 fois par jour ramasser les cadavres, parce que tout le reste est automatisé, il y a des robots, ça sert l'eau, les antibiotiques, le grain, etc. Donc il faut autant s'intéresser à la maltraitance animale. Moi je ne parle pas de bien-être, je parle de bonne traitance ou de maltraitance, parce que le bien-être c'est plutôt subjectif, on pourra y revenir. Et c'est autant pour les humains qui sont embringués là-dedans. Hein. Voilà pour la cohabitation. Et je terminerai sur ce chapitre-là. Il faut m'arrêter, hein, sinon je peux être très, très long. Sur ce chapitre-là, il y a Jean-Luc Dichet, le philosophe, qui réfléchit beaucoup sur la cause animale et qui a eu la gentillesse de m'accorder un interview pour le bouquin, qui dit on a un vrai problème de schizophrénie.
par rapport aux animaux, parce que pendant très longtemps, on avait les animaux sauvages, les animaux domestiques et les animaux de compagnie. Et les animaux domestiques, entendus comme les animaux de la ferme, étaient une vraie articulation, parce qu'ils étaient un petit peu proches de nous, mais ils ne rentraient pas dans la maison. On les nourrissait, on en prenait soin, ils avaient leur autonomie, ils n'étaient pas faciles à attraper. Moi, je me rappelle comment il fallait courir après un canard ou un poulet pour pouvoir le manger. Je veux dire, cette articulation-là a disparu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avec une majorité de gens urbains ou vivants comme des urbains à la campagne, parce qu'on a la même chose, il n'y a plus du tout cette relation à l'animal. C'est-à-dire que moi, je me suis aperçu avec effarement, mais il n'y a pas très longtemps, dans un débat comme ça, et je réponds tout bêtement à quelqu'un en disant « Mais vous n'avez jamais plumé un poulet ?» Et je me suis aperçu qu'il n'y avait personne qui avait, je ne parle même pas de tuer, mais plumer et vider un poulet, quoi. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose de tellement naturel, j'arrivais pas à imaginer, je suis peut-être un peu trop centré sur ma personne, mais je veux dire que finalement, il n'y a plus beaucoup de gens qui savent ce que c'est qu'un poulet. On la jette en barquette, en filet, en petits morceaux comme ça, et même l'entièreté du poulet, on l'a plus en tête. Et les abats, j'en parle pas, et on les vend même plus avec. Hein. Voilà, ça c'est pour le chapitre, je veux dire, schizophrénie par rapport à l'animal entre le domestique, le sauvage et l'animal de compagnie qui est tellement anthropomorphisé, ça je ne veux même pas en parler, je veux dire, vous connaissez tous le truc, c'est quasiment une personne dans la maison, quoi. Hein. Voilà. Votre deuxième question, c'était, je prends mes lunettes, voilà, sur la part du lien intime, bah oui, ça rejoint ce que je disais, simplement je rajouterais, toujours en citant Jean-Luc Guichet, dans le lien et la part intime, c'est la relation au sauvage. Hein, vous l'avez bien évoqué. Finalement, le sauvage, lui, il parle de la part opaque, en fait, de ce que le sauvage doit rester l'impensé. Commencer à penser le sauvage, c'est déjà le tuer, finalement, conceptuellement. Et lui, il dit, le sauvage, c'est la forêt profonde, c'est le rideau noir de la lisière, et bah voilà, où on admet que le sauvage est là, et il nous surprendra toujours, ou on le fait rentrer dans une politique publique et c'est la fin du sauvage, je veux dire, en gros. Hein. Voilà, je livre ça à votre réflexion. Moi, je peux que partager des réflexions, je n'ai pas de solution à ça. Alors, ça bouge, oui, ça bouge, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. Je pense que ça bouge, et là, le livre est au cœur de ça, c'est-à-dire que on le voit avec les nouvelles générations, la manière dont se pose la question de la consommation et de la manière dont on regarde les animaux, on est aujourd'hui sur une évolution, je dis moi très franchement, bon, on y reviendra, qui pour moi m'effraie totalement. Hein. Je pense qu'on va vers une rupture de civilisation gravissime. Voilà, hein, c'est pour avoir répondu. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Anne-Cécile rapidement, puisqu'elle a été la plus courte, et puis peut-être elle a deux petits compléments à dire par rapport à ce que vient de dire Gilles Luneau, et puis après, bah, je pense que la parole sera à la salle. Merci. Je voulais juste apporter un complément par rapport au fait qu'on avait tous intérêt en tant qu'éleveurs à ce que les animaux soient bien soignés parce que c'est notre gagne-pain, mais c'est aussi parce qu'en fait on vit avec et que vivre avec des animaux malheureux, c'est pas franchement très drôle. Donc dans tous les cas, au quotidien, on a intérêt à voir nos animaux heureux pour être heureux nous-mêmes. Et j'étais intervenue à la Mutualité sociale agricole qui intervient, en particulier sur la prévention des suicides chez les agriculteurs. Et il me disait que quand il y avait une situation d'élevage où les animaux étaient particulièrement maltraités, donc notamment des élevages porcins qui avaient pu être filmés par L214, c'était souvent parce que derrière il y avait une situation humaine désastreuse et un éleveur qui en fait n'arrivait plus à joindre les deux bouts, qui était en situation de détresse totale, à la fois morale et économique, et que c'était aussi l'explication majeure de la détresse animale derrière. Donc je pense qu'il faut vraiment envisager à chaque fois le sujet dans cette globalité-là pour bien le comprendre. Et sinon, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a peut-être une classification des animaux, entre guillemets, qui peut être intéressante pour comprendre le sujet. C'est qu'on a les animaux domestiques,
avec lesquels on vit beaucoup. Et puis en tant qu'agriculteur, bah, on en a souvent plein. Moi, je sais que j'ai 4 chats, 3 chiens, vous voyez, donc ces animaux domestiques-là, on les côtoie au quotidien. On a une relation qui est particulière avec eux parce qu'effectivement, ils font quasiment partie de la famille. Et c'est une relation qui s'envisage vraiment sous l'angle de la domestication et de ce qu'est en fait, de quoi a besoin l'humain pour vivre au sein de sa maison, quoi. Mais c'est vraiment le périmètre du foyer, entre guillemets. À côté de ça, on a les animaux d'élevage avec lesquels on va avoir une relation encore de proximité et d'observation assez forte. Et puis on a les animaux sauvages. Et en fait, je dois dire qu'en tant qu'agriculteur, on voit très très bien que le sauvage, justement, on l'influence très directement par nos pratiques, par nos activités. Et donc les animaux qui ne font pas partie de mon élevage, mais qui sont directement là, typiquement les faisans, les oiseaux divers et variés, les insectes, je les côtoie et j'influence par mes pratiques leur comportement. Donc du coup, les faisans, ils viennent manger à mon maïs tous les matins, et pourtant ils ne sont pas domestiqués, ils ne font pas partie de mon élevage. Il y a des animaux dans mon parc naturel qui reviennent. Donc typiquement, j'ai des vergers qui sont en bio, et dans ces vergers en bio, en fait, j'ai des chouettes chevêches qui se sont installées, et ces chouettes chevêches-là, elles étaient en voie de disparition dans mon parc naturel. Donc il y a un impact parce qu'on existe, en fait. Donc dans tous les cas, cet impact-là, on l'aura. Et je pense qu'il ne faut pas chercher à totalement s'en priver et faire en sorte de ne plus exister dans certains milieux, parce que je pense, en tout cas en France, que c'est idéaliste. En revanche, il faut faire en sorte d'avoir des pratiques, à mon avis, hein, qui soient en adéquation avec la vie autour de nous. Et là-dessus, du coup, je dois dire que sur l'élevage, je veux juste remettre en cause un préjugé qu'on peut avoir, c'est qu'en fait en France, aujourd'hui, 98% des éleveurs ont moins de 150 vaches. Donc il faut vraiment encore se rendre compte que, en tout cas sur l'élevage bovin, on s'est très très peu industrialisé, et que ça suppose du coup d'avoir beaucoup de prairies en France. Et ces prairies-là, il y a une étude de Rosto, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui en tout cas a mis en évidence qu'en France, pas en Amazonie, mais en France, il y a plus de biodiversité dans un mètre carré de prairie que de forêt. Donc la forêt, c'est très très important en France, mais il faut bien se dire que la biodiversité et les écosystèmes ont besoin de prés. Et ces prés-là, c'est parce qu'il y a des éleveurs qu'ils existent. Donc il faut vraiment prendre le sujet dans la globalité et ne pas restreindre le sujet de l'élevage aux animaux d'élevage. Merci beaucoup. Je crois que le temps est venu d'échanger avec la salle, donc je ne sais pas très bien comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des interventions? Alors, on va prendre 3 questions. 3. Alors, une première. Bon, alors, vous êtes la première. Allez. Bonsoir à tous. Si vous pouvez peut-être vous présenter rapidement quand vous prenez la parole. Bonjour. Bonjour, Christine Cheval, je suis médiatrice avocate et je m'intéresse effectivement à la question des animaux. J'avais une question en fait à Monsieur Luneau. Vous avez évoqué juste avant de terminer le lien entre la consommation et vous avez parlé de rupture de la civilisation. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus. Merci. Je prends donc 3 questions, on m'a dit. Je m'appelle Jean-Renaud Lemilon, je suis depuis peu écrivain sur des thèmes que vous avez évoqués. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, il y a une façon d'aborder qui est ce que j'appelle l'anticipation. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La grève de la vie ». Pourquoi j'en parle? Parce que la grève de la vie, on voit déjà ce que ça veut dire. La grève de la vie, c'est celle des animaux d'élevage industriel en Europe, en Chine et aux États-Unis, qui ont 2 façons de résister à la vie insupportable qu'ils supportent. La première, c'est le suicide. Et donc, dans mon livre, ils se suicident en Europe et les cochons se suicident en Chine. Et la deuxième, c'est la révolte. Et les bœufs américains se révoltent. Voilà. Donc pourquoi je dis ça? Parce que quelquefois, le roman, c'est-à-dire le phénomène imaginatif, est quelquefois plus démonstratif et plus évident qu'un long essai ou de grandes statistiques. Et j'en profite parce que Madame Suzanne en a parlé. Moi, je suis petit-fils d'un éleveur d'élevage laitier en Vendée et je trouve que ce que vous avez dit est d'une profonde justesse. Et en France, heureusement, ça j'ai travaillé là-dessus,
On est encore à 80% d'élevage des bovins en les laissant sortir. Ça n'est plus du tout vrai en Allemagne. En Allemagne, c'est 90% d'élevage industriel. Voilà, j'ai fini. Alors, Merci. Troisième question. Troisième question vers le haut de la salle. Voilà, une question. Bonsoir, je m'appelle Mathilde et je suis en troisième année de licence de géographie, pardon. Et j'avais une question pour vous, Anne-Cécile, par rapport à l'interaction que vous avez au sein de votre élevage avec les animaux sauvages. Et je voulais savoir s'il pouvait y avoir des interactions positives et s'il y avait une intégration justement de ces animaux dans votre façon de faire et de produire. Merci. Donc, 3 questions. Gilles Luneau, c'est à vous qu'a été adressée la première question. Donc, Bien. Sur la question de, quand j'ai parlé brièvement de rupture de civilisation par rapport à la consommation, ce que je veux dire par là, c'est que avoir la hausse de la vente des produits de substitution à la viande, pour le moment d'origine végétale, qui sont, enfin, à base de protéines végétales, pardon, je veux être précis sur le terme, c'est important. C'est important parce que vous avez, en gros, les burgers, Beyond Meat, Memphis Meats, etc., qui débarquent sur le marché européen, il faut se rendre compte qu'en fait, c'est des protéines végétales produites par craquage moléculaire ou par ce qu'on appelle procédé recombinant, c'est-à-dire qu'on modifie une levure génétiquement pour produire cette protéine végétale. C'est ça pour partie de ces aliments-là. Donc on est encore plus dans l'ultra transformé et l'artificialisation de la nourriture, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est le fruit de mon enquête, c'est-à-dire sur la viande in vitro. On est à, on va dire, 2 ans, peut-être 3 de sa mise sur le marché, mais on est dans les stades de... On a quitté le laboratoire pour les tests sur le changement d'échelle de production. La viande in vitro, je ne sais pas si vous... Pour rappeler, on prend une cellule souche et on joue sur la capacité d'une cellule souche de se multiplier pour fabriquer, on va dire, des amas de chair, parce que ça ne reconstituera jamais le muscle comme que ça soit d'un poulet, d'un bœuf, de ce que vous voulez, ou de la chair de poisson, parce que de toute façon, dans un corps vivant, ça travaille de manière différente. Je vous le fais très très court. Mais ça veut dire aussi qu'on va avoir dans l'assiette des aliments, je ne parle même plus de nourriture, des aliments qui sont purement artificiels, qui ne passent plus par la case agriculture ou aquaculture ou pêche, qui rompt le lien 10 000 fois millénaire de l'homme avec la production de nourriture. Je veux dire, nous on vient directement, notre civilisation vient de la révolution néolithique, de la manière dont on a domestiqué et la faune et la flore, et c'est pas, contrairement à ce que tous les agitateurs antispécistes feraient le croire, un lien de domination, c'est une histoire de coévolution du monde. C'est-à-dire que le fait de domestiquer les plantes et certaines espèces animales, celles qui le voulaient et qui trouvaient un intérêt, il faut aussi dire ça, il y a des espèces indomesticables. Je veux dire, cette coévolution-là a forgé à la fois, on va dire, des espèces animales qui aujourd'hui ont leurs caractéristiques, et à la fois nos cultures. Et ça, quels que soient les continents. Et je veux dire, la variété des civilisations s'est construite, vous avez qu'à regarder les religions, les musiques, les pratiques culturelles, etc. C'est construite sur cette relation, on va dire, être humain et nature, que ce soit animal ou végétal. Donc, dès l'instant qu'on passe à une production de nourriture qui sera plus qu'à l'usine, vous imaginez le changement d'imaginaire. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous êtes devant une assiette, que vous soyez végétarien ou carnivore, vous pensez au champ. Quand vous penserez au bioréacteur dans une usine, je veux dire, là, il y a une vraie rupture de l'imaginaire, et je pense on ne mesure pas la rupture de civilisation que ça porte. Et enfin, sur l'aspect économique, la mise en œuvre de ça, aujourd'hui, c'est 14 milliards de dollars sur la table. Je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même, on n'est pas obligé de partager mon analyse, mais je trouve qu'on a une prise en étau de l'assiette par les multinationales, par une globalisation des grandes industries agroalimentaires,
et que ça va accroître encore, je veux dire, cette emprise du marché et diminuer, enfin pour même dire annihiler notre liberté de manger ce qu'on veut. Voilà, c'est ça la rupture de civilisation. Merci. La deuxième question, vous avez parlé, suicide animal, j'en avais entendu parler, les bœufs américains qui se révoltent, je ne connaissais pas cette... Ah d'accord, bon. Hey. Non, vous avez raison. Ouais, l'unité de base, c'est 15 000 animaux. Non, mais ils conçoivent industriellement pour je veux dire, pour construire. Parce que la dernière chose dans le Wisconsin, vous avez des animaux qui sont soutenus par des plantes, des bâtis, et ces animaux-là, on les nourrit des bœufs, et ils ne bougent plus du tout. Ils ne peuvent pas bouger. C'est pareil pour les poulets, ils ne tiennent pas debout. Mais juste un aparté littéraire, vous connaissez sûrement le roman Les Chiens. Hein? Parfait. Troisième question, donc sur les interactions. Oui, juste en passant, parfois ça arrive aux animaux même de casser les clôtures et de s'en aller. Ça nous pose souvent problème. Mais elles aiment bien parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, même pour elles. Mais du coup, sur les relations entre les animaux sauvages et les éleveurs, déjà, juste en passant, il y a des relations entre les animaux sauvages et les animaux d'élevage. Et typiquement, quand on va dans les prés, chez nous, en tout cas dans le Perche, on observe souvent des hérons de pied de bœuf. Ça, ce sont des animaux, des oiseaux, qui en fait vivent en débarrassant les vaches et les bœufs de leurs insectes. Et du coup, donc ça avantage bien les vaches, et puis les hérons, ils sont bien contents. Donc on voit souvent plein de hérons blancs au pied des animaux. Donc en tout cas, il y a des interactions très claires, bon là qui sont très visibles, mais qui excèdent ce petit cas particulier. Et puis pour aborder un mini-sujet un petit peu polémique quand même sur les pesticides, parce que je produis quelques céréales qui sont pas en bio, mais que ce soit en bio ou pas en bio, on utilise des insecticides. Là, il y a une grosse différence, c'est qu'en bio c'est d'origine naturelle, la molécule en conventionnel c'est d'origine de synthèse. Mais voilà, et du coup on traite en particulier sur les insecticides après minuit, donc souvent de minuit à 2h du matin. Donc ça c'est une évolution de nos pratiques par rapport à ce qui pouvait se faire il y a une génération ou même il y a 5 ans sans doute. C'est en fait pour éviter de toucher les abeilles, parce que les abeilles à cette heure-là elles sont couchées, elles sont rentrées dans leur ruche. Et donc ça évite de le faire, voilà, si on le faisait à 14h, ça ferait bien plus de dégâts sur la biodiversité. Donc en tout cas, ça c'est une évolution des pratiques qui s'est un petit peu généralisée chez les agriculteurs. Donc quand vous les voyez dans les champs à minuit, c'est pas avec leur pluvet, c'est pas particulièrement pour se cacher, mais c'est surtout pour essayer de limiter la casse en matière de biodiversité. Et puis sinon, quand même quelque chose d'important, c'est que dans l'élevage en prairie, en tout cas, il y a une action directe sur les animaux sauvages. C'est en fait que les prairies constituent de grands espaces pour permettre aux animaux sauvages de vivre et de faire leur bébé, et puis aussi tous les insectes de vivre aussi. Parce qu'il faut bien se souvenir qu'une prairie, c'est une zone de non-traitement, en revanche. Donc c'est une zone qui ne va pas recevoir de pesticides, d'insecticides, de fongicides, etc. Donc quand on a un débat sur les pesticides et qu'on oublie de traiter les prairies, et bien en fait c'est une grave erreur. C'est pareil, quand on parle d'élevage seulement sous l'angle du climat, c'est aussi une grave erreur méthodologique, parce qu'en fait la fin de l'élevage, c'est une catastrophe pour la biodiversité aujourd'hui. Donc voilà, l'élevage en fait a une relation en permanence avec les animaux sauvages, et quels qu'ils soient. Merci. Alizé veut rajouter. Oui, s'il marche.
Oui, en fait, j'avais pas compris, moi, j'avais pas répondu à toutes les questions, mais je voudrais bien réagir effectivement pour finir de situer. C'est vrai que moi, je suis parisienne et que j'ai grandi en ville. En revanche, je voulais répondre sur deux choses. Déjà, sur le fait que l'alternative que le fait de promouvoir une alimentation végétarienne signifiera forcément d'avoir une alimentation encore plus industrielle et à base de viande de synthèse. Je suis d'accord que c'est une dérive qui s'observe mais contre laquelle je suis contre aussi. Et par contre, on peut très bien manger végétarien, voire végétalien, en mangeant naturel et sans être dépendant. Voilà. Mais non, je tiens à préciser parce que c'est du coup souvent aussi l'argument qui est amené pour justement balayer du coup pour décrédibiliser tout l'argument pour manger sinon plus de viande ou en tout cas beaucoup moins. Et j'ai une autre remarque qui est aussi une question en fait plus qu'une remarque, parce que oui, les prairies c'est important pour la biodiversité, je le sais bien de par les études que j'ai faites aussi. En France, vous l'avez rappelé, donc l'élevage bovin il est peu industrialisé, mais c'est le cas que pour l'élevage bovin il me semble, pour tout ce qui est poulet par exemple, là on est quand même sur des trucs globalement, et les cochons aussi très intensifs. Est-ce que, et puis voilà, ça a été rappelé, la question aussi du problème des pâturages aux États-Unis, ce qui est aussi le problème qui cause aussi la déforestation en Amazonie, etc. Est-ce que le modèle de polyculture élevage est généralisable avec la consommation qu'on a aujourd'hui dans le monde de viande, au point de vue de terres disponibles? Et voilà, c'est une question. Est-ce que c'est durable comme ça, ou est-ce que de toute façon il faudra, même si on conserve à la rigueur, je serais pour ne plus manger d'animaux du tout, mais je suis à la rigueur pour accorder que voilà, on ait quelques formes d'élevage de cette forme, mais je pense que c'est pas, de toute façon ça nécessite une réduction drastique de notre consommation actuelle de viande. Voilà pour les questions. Juste, ouais, avant de vous repasser la parole, je voulais juste répondre. Ça y est, je m'excuserai, j'aurais polyalisé. Voilà. Oui, je rajouterais à la liste de l'élevage industriel quand même l'élevage laitier, qui est devenu, qui monte en puissance dans l'industrialisation. Mais c'est vrai que l'élevage allaitant est tout à fait, on peut dire, dans l'agroécologie, quoi. Je veux dire, sur les prairies, je rappelle quand même, je souscris complètement en fait qu'on peut être végétarien et sans être dans les dérives des plats ultra transformés. Ceci dit, quand on voit la pratique alimentaire des Français où ils font les courses et tout, et la manière dont on remplit les caddies massivement, je veux dire, on s'inquiète. Moi, je m'inquiète de la tendance lourde. Ah oui, mais dans la viande, on est en train de changer. Vous avez qu'à voir, même les grandes surfaces aujourd'hui commencent à ouvrir leurs rayons aux paysans locaux, à battre localement, etc. Non, c'est vraiment intéressant. Mais surtout, ce que je voudrais faire remarquer, et moi je veux dire, j'ai absolument rien contre les végétariens et les végétaliens. Simplement, si on veut continuer à nourrir correctement les végétariens et les végétaliens avec des bons légumes, et des bonnes céréales, on a besoin des amendements organiques, sinon les cultures, il faudra les faire pousser à la chimie. Ça, c'est vraiment important. Et enfin, est-ce qu'on peut nourrir tout le monde aujourd'hui dans les conditions actuelles, ça se décompose la question. Si tous les pays se mettent à manger autant de viande que l'Occident en mange, ça n'ira pas du tout. On est obligé de réduire notre consommation de viande. Moi, quand j'étais gamin, c'était 2 fois par semaine, la viande. Et on se portait pas si mal que ça. Donc ça, c'est clair et net. Il faut réduire la consommation de viande et plutôt en manger de la bonne. Donc, vous l'avez compris, plutôt que de la mauvaise. Je voulais ouvrir quand même l'attention sur le fait qu'on fait un procès, en gros, au bœuf, aux viandes rouges. Mais bon sang, quand regardons les chiffres, c'est quand même beaucoup plus catastrophique pour les poulets
j'allais dire qu'on cultive, qu'on élève dans des conditions scandaleuses. Les cochons, c'est pareil, et le porc est un animal éminemment intelligent en plus. Je veux dire, c'est un vrai scandale, et on se focalise avec en plus des fadaises qu'on raconte sur l'élevage bovin. Je veux dire, si vous voulez, vu de ma campagne, je pourrais presque vous associer avec une autre campagne, nous dire qu'un kilo de viande de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau usée. Il faut arrêter de se fiche de la tête des gens. Hein. Je veux dire que ce calcul, moi, on a repris, puis les gens de l'INRAL l'ont démonté. Je veux dire, c'est pris en comptant la pluie qui tombe sur la prairie. Je regrette. Il n'y a pas de bœuf dans la prairie. La pluie continuera de tomber et l'herbe de pousser dans la prairie. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre... Ah, il y a plein d'autres questions. Alors, une première question. Ensuite, alors, en fait, je voulais revenir sur ce qui a été dit. Pour expliquer, c'est ce qu'il faut apparemment, c'est un petit peu le jeu de qui vient le plus de la campagne. Donc, je viens de la campagne. J'ai mes parents, grands-parents qui sont éleveurs, voilà, pour situer. Et j'ai aussi créé la nouvelle association française de l'agriculture cellulaire. Donc je pense que vous voyez peut-être ce que c'est. Donc ça regroupe par exemple la viande cultivée à partir de cellules et par exemple des protéines de lait et d'œufs faites à partir de micro-organismes. Et je ne comprends pas trop pourquoi critiquer comme ça en fait ces alternatives, puisqu'on dit qu'il va falloir baisser notre consommation de produits animaux. Et que ça, c'est une solution pour aider les gens, par exemple, à le faire. Parce que c'est quand même compliqué pour les gens de complètement changer leur façon de s'alimenter. Ils sont un petit peu perdus. Et les alternatives qui ressemblent le plus possible du coup, aux produits animaux les aident. Donc je ne comprends pas pourquoi être forcément contre ça. Et en plus, parler d'aliments purement artificiels, alors que la viande commence aujourd'hui, elle est quand même très très loin d'être naturelle. Les animaux, ils sont quand même très très loin d'être ressemblés aux animaux, aux races qui existaient dans la nature, et c'est ce qu'ont les éleveurs aujourd'hui. Donc parler de naturel dans l'élevage, il faut être un petit peu réaliste. Non, quoi. Faut comparer avec ce qui est comparable quand même. Et voilà, ce qui a été noté, donc l'histoire des multinationales. Ça, je suis d'accord, mais ce que je trouverais plus intéressant, c'est par exemple d'encourager la recherche publique sur ces questions-là, pour que plusieurs personnes s'y intéressent et qu'on puisse en discuter tous ensemble, plutôt juste essayer de critiquer et repousser tout ça. Je ne vois pas trop l'intérêt, quoi. Est-ce que l'intérêt, c'est que la France soit complètement en retard sur ces questions et ce qui devrait se passer, c'est que ça pourrait se développer dans les autres pays et arriver chez nous. Et après, voilà, on va dire on n'a pas de contrôle, mais oui, parce qu'il fallait le faire quand c'était le moment. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a créé cette association. C'est pour ouvrir le débat, y réfléchir, mais avoir aussi des informations qui sont justes, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'informations qui sont fausses, qui circulent sur ce sujet. Donc voilà. Merci. Il y avait une question. Ah. Je vous oublie pas. Oui, bonsoir, j'irai un peu dans le même sens. Nous sommes maintenant bientôt la banlieue du monde. L'humanité va devenir asiatique, africaine, et nous serons quelques Européens à assister à ce spectacle. Donc la consommation de viande va exploser. C'est une demande légitime, hein, c'est aussi du rattrapage par rapport à nos modes de vie. On est à entre 80 et 90 kilos par an et par habitant en Occident. En Inde, on est à 2 kilos. Si je crois, si ma mémoire est bonne. Donc vous voyez un peu le potentiel pour un pays comme l'Inde qui va devenir le pays le plus peuplé du monde quand ils voudront des burgers, quand ils voudront des boulettes, quand ils voudront des saucisses, etc. Quelle cohabitation, parce que c'est la question du jour, quelle cohabitation avec les animaux quand il y aura une telle demande? Quelle humanité vis-à-vis de ces animaux, effectivement, et comment est-ce qu'on pourra maintenir ceci. Donc moi je trouve que les gens aujourd'hui qui investissent des milliards dans des viandes, des substituts de viande, qu'ils soient naturels, végétaux ou de la viande artificielle, aussi pire que soit leur pratique, le pire ce serait qu'on continue à cette échelle-là, à l'échelle qui nous est promise, de manger de la vraie viande, si j'ose dire. Ce serait une véritable catastrophe. Donc il faut bien trouver autre chose. Et je trouve qu'à ce titre, toutes les solutions sont bonnes, surtout celles qui ne vont pas trop déranger les habitudes alimentaires des gens. On sait très bien qu'il y a une très très forte inertie. Ma deuxième chose, et j'aurai fini, s'adresse à Madame Suzanne. Vous êtes éleveuse et vous parlez de la sensibilité des animaux. Alors, on peut aimer ces animaux, et c'est un peu les arguments de Jocelyne Porcher,
On peut aimer les animaux puis les envoyer quand même à l'abattoir à un moment. Il y a quand même un petit détail, c'est que les animaux, vous les privez entre 2/3 et 3/4 de leur vie. Une vache, ça vit 20 ans, à ma connaissance, à peu près, et je crois que c'est dans les premières années, hein, dans les 5 premières années, si je ne me trompe pas, que les vaches partent à l'abattoir. En tout cas, et pour les poules, pour les cochons, pour les poulets, c'est la même chose. On tue ces animaux dans leur prime jeunesse. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire le bien ou souhaiter le bien ou vouloir cohabiter avec les animaux dont on prend l'essentiel de la vie? Merci. Alors, une troisième question là-bas qui est monsieur qui pose. J'oublie pas les. Bonjour, Gilles Béraud, je suis délégué général de la Fondation des Transitions. Alors, évidemment, il y a plein de sujets. C'est très intéressant cette cause animale parce que ça pose des vraies questions d'être en société. Et effectivement, c'est trop de carbone, ces machins. Les conditions d'abattage sont souvent mauvaises. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est cette question de coévolution entre l'homme et l'animal et le végétal. Et sur lequel il y a un vrai sujet qui traite aussi de culture, y compris quand on parle de tauromachie. Si on va utiliser les mots qui font mal, mais on pourrait, si on parle là-dessus, on peut en parler longtemps. On en a déjà débattu avec Gilles. Non, moi, il y a une vraie question éthique qui se pose. Moi, j'ai dirigé des ONG depuis toute ma vie. Et quand, effectivement, dans l'article que j'avais lu de Gilles Lumeau, mais j'attendais impatiemment le bouquin, et c'est une bonne nouvelle, parce que je pensais qu'il sortait que le 20, donc je vais pouvoir lui acheter ce soir. C'est quand même, moi, quand j'ai mené des causes, et j'en ai mené un certain nombre dans ma vie, il y avait une règle première, c'est la transparence du financement de mes moyens, et que c'est d'autant plus important qu'on est une société aujourd'hui qui a besoin de faire alliance face aux enjeux sociaux et environnementaux, y compris des très grandes précarités, des problèmes climatiques, etc. Et on a besoin de faire alliance, et autour de la cause animale, au lieu d'être dans l'écoute, la tolérance, l'accompagnement, on est dans une violence, dans une cristallisation des gentils et des méchants. Et quand des gens se présentent comme des gentils en étant payés par des industriels, et j'ai aucun problème avec ça, moi j'ai une éthique personnelle où je ne travaille pas avec l'armement, etc., quoi qu'il arrive, jamais un centime, mais en tout cas, si on n'est pas dans la transparence, je pense que ces organisations n'ont plus aucune crédibilité, d'autant quand elles font la promotion d'actes extrêmement violents. Même si on n'est pas d'accord, je pense qu'on est vraiment sur une société qui a besoin de se réconcilier, et je pense que la cause animale peut nous emmener dans le mur si on n'est pas capable de se parler et d'être tolérants les uns avec les autres. Et j'étais effaré, et madame, merci d'être là, j'étais dans le train, je vis beaucoup dans le train, moi je vis dans une campagne dans le sud-est et je suis né pas très loin de chez Gilles, j'ai l'impression, mais j'entendais des paysans, agriculteurs, qui n'en pouvaient plus d'avoir choisi de prolonger ou un métier de nourriture des autres. Enfin, quand on parle d'entreprise à mission, les agriculteurs ont une raison d'être, ils n'ont pas forcément une mission, mais ils ont une raison d'être, et on n'en peut plus de dire que les gens deviennent des méchants, des tueurs, etc. Enfin, en tout cas, moi je crois qu'il y a besoin de réconciliation dans cette société, et la question animale et végétale, parce que moi je mange peu de viande pour plein de raisons, etc. Mais si je rentre dans une éthique par rapport à la nature, j'intègre le végétal. Merci. Eh bien, voilà des questions fortes. Anne-Cécile, comment on vous a un peu interpellé sur l'agriculture cellulaire et sur la vie des animaux? Alors, je vais commencer par vous répondre, mademoiselle. Donc, sur le sujet de la viande cellulaire, il faut bien se rendre compte aujourd'hui qu'une des catastrophes qu'on peut vivre en France, c'est justement la disparition de l'élevage extensif. Il suffit pour ça Ouais, non, mais je vais vous répondre jusqu'au bout, vous allez voir. Mais du coup, cette disparition de l'élevage extensif, elle se traduit en particulier dans les estives par le fait que les bosquets gagnent en superficie contre la prairie qui, en fait, les estives sont de plus en plus abandonnées par les animaux d'élevage. Ça provoque la formation de bosquets qui se dessèchent et ça crée des feux régulièrement. Donc quand on parle de feux de forêt en Australie ou autre, faut bien se dire qu'en France, ça pourrait nous arriver si à mesure, en fait, l'élevage disparaît des hautes montagnes. Et ça a aussi un enjeu sur la préservation des sols. Enfin, je vous la fais courte, quoi.
Donc, il y a aujourd'hui, pour la préservation de ces grands espaces, la nécessité d'entretenir un élevage à partir d'animaux en France. Sauf si chacun veut prendre ses petits bras et aller couper et entretenir un peu partout, mais ça reste quand même d'être très compliqué et de coûter au-delà de ça beaucoup d'argent public. Donc, catastrophe, l'élevage extensif disparaît. Pour autant, on est importateur net en France de viande. D'accord ? Donc, on consomme en France davantage de viande qu'on en produit. Donc c'est bien en fait une raison pour laquelle on n'a pas besoin, pour compenser la diminution de la viande d'origine animale, d'utiliser de la viande cellulaire. En fait, là, du coup, c'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est ce qu'a dit monsieur derrière vous, d'accord ? Donc aujourd'hui, mais en fait, moi je vous ai pas coupé quand vous me parliez, donc ça aurait été assez facile hein, d'avoir un échange toutes les deux, mais du coup, je vais bien aller jusqu'au bout de mon raisonnement, parce que c'est en plus un raisonnement qui est pas hyper évident. Donc aujourd'hui, on a besoin d'élevage à partir d'animaux. Donc la viande cellulaire, c'est peut-être bien pour si on exclut la condition animale, que je vais traiter dans un second temps avec monsieur, mais si on exclut cette chose-là dont vous n'avez pas parlé, aujourd'hui en France, on peut très bien se débrouiller à partir de la production française, qui mériterait, pour entretenir davantage d'espaces qui aujourd'hui sont laissés à l'abandon, de s'accroître un petit peu, sous certaines conditions, élevage extensif, fondé sur une vie en extérieur des animaux, etc. etc. Donc ça, c'est la première chose. On n'a pas besoin... pour diminuer notre consommation de viande, de viande cellulaire, on a besoin déjà de manger français et d'accroître un petit peu notre consommation de viande française en proportion de la viande étrangère qu'on consomme, en particulier dans les restaurations collectives, en particulier chez les bouchers qui ne s'approvisionnent pas nécessairement en France. Donc, qui s'approvisionnent à Rungis certes, mais à viande qui n'est pas nécessairement française. Donc ça c'est le premier point. Sur la condition animale, il est clair qu'il y a certaines productions qui aujourd'hui, et on est d'accord aussi avec vous, il y a certaines productions qui sont industrialisées. Si on a envie d'éviter d'avoir du poulet industriel, du cochon industriel, mais plutôt des choses, enfin des animaux qui sont élevés en plein air, en fait il faut simplement y mettre les moyens. Donc ça va supposer un renchérissement du coût de l'alimentation et une rénovation de modèle commercial, parce qu'aujourd'hui les prix sont internationaux et on ne peut pas rémunérer au même prix une production industrielle ou un élevage qui va être respectueux des conditions de vie des animaux et de leur nécessité de vivre en groupe, etc., en plein air. Donc c'est juste qu'il faut, il y a la véritable question du prix, et aujourd'hui cette question-là, elle n'est pas résolue. Donc on ne résoudra pas le problème, la difficulté des élevages à quitter éventuellement l'intensif s'ils en ressentent la pression sociétale, sans régler le problème du financement. Donc ça c'est vraiment un point important. Après effectivement, j'emmène mes animaux à l'abattoir. Pour moi, aujourd'hui les animaux qui vivent dans mon élevage, ils ne vivraient pas si je ne les avais pas fait naître. Les animaux d'élevage vivent par l'homme. Alors on peut effectivement se dire, c'est le raisonnement de L214 en particulier, j'avais beaucoup échangé avec Brigitte Gauthier sur le sujet, on peut effectivement se dire que à ce moment-là, vu la pauvre vie qu'ils auront, ça ne sert à rien qu'ils naissent. Mais c'est le seul raisonnement qui se tient, parce que sinon, tous ces animaux-là ne vivent que grâce aux éleveurs. Et moi, mes vaches, j'ai des vaches qui ont 15 ans qui vivent sur mon exploitation, et je pense vraiment, alors effectivement, elles ne peuvent pas me parler pour me le dire, mais je pense qu'elles me le montrent, sans parole, qu'elles sont quand même une vie qui leur plaît, je crois bien. Enfin, elles vivent de mars-avril jusqu'en décembre au pré, je les rentre à l'abri pour l'hiver, donc effectivement, elles sont en bâtiment durant l'hiver, mais franchement, je suis juste à ouvrir la porte du pré, la porte de l'étable, et elles font le trajet toutes seules, j'ai même pas besoin de leur proposer. Hein. Donc pour moi, elles ont une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors, elle est écourtée à un moment donné, donc c'est variable suivant les animaux, et souvent l'élevage plein air va avoir des animaux qui vont vivre plus longtemps. Donc il y a ce vrai sujet là, et par contre en tant qu'éleveuse, et là je suis complètement en adéquation avec je pense ce que vous pensez, en tout cas dans ce point-là, c'est que il est hors de question que mes animaux souffrent à l'abattage. Donc moi les vidéos que j'ai pu voir, elles m'ont touchée, elles ont touché tous les éleveurs je pense, enfin, en tout cas une très grande partie d'entre eux, et là il y a quelque chose qu'il s'agit d'objectiver, c'est est-ce que les abattoirs ont tous ces dysfonctionnements ou pas. Donc mais ça quitte un peu mon périmètre, j'ai envie de dire, dans le sens où effectivement, moi je vais visiter un abattoir demain, un abattoir m'ouvre ses portes pour me montrer comment ça se passe. Mais je pense qu'effectivement les abattoirs ont un devoir de transparence à l'égard de leur pratique, mais c'est un petit peu, on sort de mon périmètre. Moi j'ai pas de problème à ce que mes animaux meurent à un moment donné, tant que je leur permets de vivre correctement, d'entretenir des espaces qui apportent quelque chose au bien commun de notre société, et puis que derrière, ils n'ont pas à souffrir. Et je pense que la viande qui en est issue est de très bonne qualité, et cette viande-là, en fait, elle fait partie intégrante du terroir. Et il ne faut pas sous-estimer la force de convivialité, du partage, parce qu'on parle vraiment de partage d'une pièce de viande.
Et ça fait partie de notre culture. Et ces moments de convivialité-là, on doit absolument les préserver. Gilles Luneau, vous voulez préciser certaines choses? Oui. J'y vais? D'accord. Je vais juste compléter puis répondre un peu aux deux questions. Enfin, vraiment, on reste dans le même domaine. Sur l'agriculture cellulaire, pourquoi, on va dire, je dénonce les risques possibles de ça et d'artificialisation. Moi, je pense qu'à la base, sur le débat, en effet, il faut moins manger de viande et on ne peut pas laisser partir comme ça la consommation de viande à l'échelle du globe. Je suis entièrement d'accord. La question, c'est est-ce qu'on a le courage politique de dire qu'on est dans une gigantesque transition sur tous les aspects de la vie liés à la manière dont l'homme a mené la planète depuis 150 ans, mettons, ou 200 ans, depuis l'industrialisation, et que là-dessus, ça transcende tous les secteurs, et que l'agriculture et l'alimentation est obligée de passer par là. Au passage, je dirais que l'agriculture française n'a toujours pas présenté son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est un constat. Est-ce qu'on a le courage politique de prendre les décisions pour réorienter tout ça et de l'assumer, ou bien simplement, et c'est le procès, on va dire, que je fais à l'agriculture cellulaire, c'est l'industrie se saisit de cette occasion pour substituer un marché par un autre et dire continuez braves gens, bouffez toujours de la viande, on va vous fournir de la merde, c'est pas grave, parce qu'en gros c'est ça. Mais alors, je vais aller plus loin, je vous renvoie au travail de l'INRA qui se fait actuellement, parce que vous... Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Comment il s'intéresse à ça. Hein, il s'intéresse à ça. Il ne faut pas dire que la recherche s'en désintéresse. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la recherche qu'on doit soi-disant rentrer dans une compétition, qu'on serait en retard. Non, non, non. Je veux dire, il y a un tas de choses, de dérives techniques sur lesquelles on ne va pas. Parce que moi, je pense qu'on est en termes d'idéologie technique et de dérives techniques. Hein. On n'est pas obligé parce qu'on découvre quelque chose. Je veux dire, la culture à base de cellules souches, on la connaît depuis un siècle. Ça sert heureusement pour soigner des grands brûlés. Est-ce que pour autant on doit faire du pognon avec pour faire des substituts de viande qui ne seront que des ersatz de viande? Et enfin là-dessus, pour rester là-dessus, parce que si vous voulez, je vous attaque pas vous personnellement, mais le discours de vos organisations, hein, je veux dire, oui, absolument. Je veux dire, c'est un double discours. Là-dessus, si vous voulez, j'ai quand même lu à peu près toute la littérature dans toutes les langues, enfin les langues que je peux lire, anglais, français, espagnol, etc. là-dessus. Je veux dire, c'est un double ou un triple discours. D'abord, vous employez des mots, comment dire, vous pervertissez la langue, c'est-à-dire vous parlez de viande, c'en est pas. Je veux dire, la qualité d'une viande, en bon français, c'est un animal qu'on a tué et qu'on va manger. Là, c'est ni vivant ni mort, c'est des amas de chair. Je veux dire, ça ne sera jamais du muscle innervé qui a eu la vie en lui. Ça, c'est la première chose. C'est de la désinformation. Et vous l'utilisez dans les couloirs des assemblées nationales, au Parlement européen, etc., pour faire passer cette habilitation d'appeler steak ou d'appeler pâté des choses qui n'en sont pas. C'est une attaque contre la culture gastronomique. Ça, je veux dire, ça c'est la première chose sur la désinformation. La deuxième, c'est de la fausse information, c'est-à-dire vous convoquez le climat, le bien-être animal, la santé, etc., pour vendre ces produits-là. Je veux dire, la réponse dans le climat, madame y a très bien répondu, les prairies et l'élevage fixent du carbone plus que ce qu'ils émettent de gaz à effet de serre, c'est démonté. On parle de la culture paysanne, on ne parle pas, on est tous d'accord. Oui, mais laissez-moi finir mon raisonnement. On est tous d'accord sur l'abomination de l'élevage industriel et il faut l'arrêter, c'est tout. Et là, on est des citoyens, on vote, il faut exiger des changements de politique publique. La deuxième chose, en effet, on est en France. Et là-dessus, c'est quelque chose, je me fais le porte-parole de dizaines et de dizaines d'agronomes. Personne n'a le droit de dire, d'un point de vue comme ça, on a à nourrir le monde. Le monde, il se nourrit là où il est, et je me tourne vers les géographes. C'est une question de territoire. Et si vous regardez, allez à l'agro, à AgroParisTech et à la bibliothèque et les publications, je veux dire, il y a une seule zone dans le monde où on ne peut pas résoudre les questions de faim dans le monde, c'est la zone sahélienne. Et la solidarité internationale, ça existe. Je veux dire, mais sinon, on sait tous, enfin les agronomes ont déjà publié là-dessus, on peut nourrir 13 milliards de personnes
en pratiquant une agriculture paysanne qui va, en gros, on va revenir au bocage sous toutes les latitudes avec les espèces adaptées, etc. On a besoin d'amendements organiques et avec ça, on peut faire en effet du végétal, tout ce qu'il faut pour nourrir le monde. Donc le monde se nourrit, on ne nourrit pas le monde. Je veux dire, ce discours-là sert juste à des entreprises qui ont envie de prendre les marchés mondiaux. Voilà, hein, ça c'est l'essentiel. Et enfin, parce que je veux noter ça sur la dérive technique, quand je parle de dérive technique, j'ose parler d'idéologie. C'est une idéologie technique comme l'antispécisme est une idéologie, c'est-à-dire, c'est quoi une idéologie? C'est un militantisme qui veut imposer des normes au reste de la population. Moi je regrette, je respecte, j'empêche personne de ne pas manger de viande, mais je ne veux pas imposer à tout le monde ce régime-là. Ça, c'est vraiment capital. Et aller chercher des pseudo-raisons morales pour tenter de l'imposer, c'est de l'idéologie, pour dire même du sectarisme. Voilà. Et enfin, pour finir sur l'idéologie technique, c'est-à-dire, elle s'enracine vraiment dans, on va dire, la pensée industrielle. On l'a appliquée à l'agriculture, hein, je le disais en préambule, on a parcellisé les tâches, alors que l'agriculture est quelque chose, c'est une vision holistique du monde quand elle est bien pratiquée, et que, si vous voulez, aujourd'hui, la parcellisation, on en est à la modification génétique, on est rentré dans le vivant, on est au craquage moléculaire, et le dernier avatar, ça serait utiliser ça pour nous servir du produit ultra technique, ultra transformé. Je veux dire, il n'y a aucune raison d'accepter de se faire manipuler comme ça. Voilà. Merci. Alizé, tu voulais intervenir rapidement. Ouais, non, pardon, je voulais pas vous couper, mais je trouve que juste prendre le modèle de polyculture élevage, qui est effectivement un modèle qui serait, enfin, qu'on pourrait considérer comme plutôt vertueux pour défendre l'ensemble aujourd'hui de l'état de l'élevage aujourd'hui dans le monde, et de dire juste de dire, en fait, c'est pas vrai que l'élevage pose problème par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, etc. En fait, c'est faux. Enfin, oui, ok, les prairies peuvent être importantes, mais à l'échelle mondiale, il y a des problèmes d'émissions de gaz à effet de serre liés à l'industrialisation globale de l'élevage aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, il faut, effectivement, en tant que géographe, ça dépend d'où on parle. Et là, vous parlez que du modèle français et de l'élevage bovin. Et oui, et bah d'accord. Et donc, dans ces cas-là, on peut aussi dire que l'élevage, du coup, est responsable de 90% de la déforestation en Amazonie pour faire des pâturages. Voilà. Certains types d'élevage, on va dire. Oui, mais en tout cas, voilà. Donc, je pense que c'est important de pas juste. Je rejoins aussi le truc où, au final, dès qu'on, c'est vrai que quand on parle sur ces questions, le ton monte. Alors que, en plus, moi, j'essaye justement de pouvoir discuter avec tout le monde, même en ayant mes idées. En fait, le problème, c'est que je trouve qu'on prend toujours des débats binaires où voilà, on va prendre juste ce qui nous arrange pour défendre notre truc, comme je vous disais, de dire que le problème de l'alimentation végane, c'est qu'on va vers que de la viande de synthèse. Alors que je pense qu'on peut essayer de penser des troisièmes voies. Et que le débat serait plus intéressant si on essayait de le faire comme ça, plutôt que juste de continuer à s'opposer et s'écharper. Et à ce propos, justement, il y a une question qui est peut-être naïve, mais je pense que pour moi, l'intérêt, et c'est aussi pour ça que je fais de la recherche, c'est justement aussi d'essayer d'inventer des nouveaux modèles et d'être optimiste. Sinon, vu l'état actuel de la planète, ça ne sert à rien qu'on continue à discuter. Est-ce qu'on ne peut pas envisager aussi des types d'élevage extensif pour continuer à entretenir des prairies sur des modèles d'éco-pâturage comme ce qui se fait par exemple dans des milieux urbains, sans forcément être dans un modèle où on doit faire naître, tuer, et juste garder, vous, visiblement, vous gardez vos vaches très longtemps, vous avez des vaches qui vivent très longtemps, je ne suis pas sûre que ça soit je pense que vous êtes minoritaire, peut-être que je me trompe, dans les types d'élevage. Est-ce qu'on peut aussi envisager d'autres formes de rapport aux animaux et aux animaux d'élevage et domestiques sans perdre le lien et qui ne passent pas forcément par de l'exploitation et de la consommation? Voilà. Je crois que ce serait bien, c'est très intéressant, mais on va quand même donner de nouveau la parole. Là, il y a un groupe de 3 questions ici et il y en a une 4e. Allez, on va en prendre 4. Moi, je vous remercie pour toutes ces questions et je vous rappelle que le propos,
pas forcément d'applaudir ce qui nous plaît ou pas, mais c'est de permettre cet espace justement de réflexion et l'ensemble des questions qui se posent. Moi, je voudrais revenir sur la cohabitation avec le sauvage. Et c'est parce que je trouve qu'on est parti sur des questions importantes, mais on a oublié un peu notre histoire. Et vous nous aviez dit à un moment, est-ce qu'il ne faut pas même avoir des espaces où on n'interviendrait plus? On a une de nos doctorantes qui travaille sur la wilderness et qui est donc dans une association qui essaye de remettre en France des espaces de forêt où les hommes n'interviendraient plus. Hein, on est sur ces réflexions-là. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous raconte ces questions-là? D'autant que vous nous avez bien dit que le sauvage, il faudrait peut-être pas trop le penser, parce qu'à force de le penser, il finirait peut-être par plus devenir sauvage. Voilà. Bonsoir. Donc j'avais deux, trois petites questions. Donc une question qui allait dans le sens de l'intervention d'Alizé, c'était est-ce qu'on a vraiment besoin du coup d'aller jusqu'à la mise à mort des animaux pour pouvoir maintenir ces prairies et la biodiversité dans ces prairies? Par rapport à la culture, vous avez dit que c'était important de continuer de manger de la viande parce que ça entretenait des liens et des relations entre les individus humains. Est-ce qu'on ne peut pas envisager aussi une évolution culturelle et peut-être se réunir autour d'une table, mais sans se partager un cadavre? Enfin, je veux dire, je pense qu'on peut aussi avoir des échanges culturels et gastronomiques très riches sans pour autant le faire autour d'un individu qui est doué de sensibilité, qui a des comportements sociaux, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je pense, est-ce que vous n'envisagez pas aussi une évolution de la culture? Et puis j'avais aussi une dernière question. J'ai pas tout à fait tout suivi au niveau de Monsieur Luneau. À un moment, vous vous inquiétiez de comment pouvoir parvenir à nourrir les végétaliens et les végétariens à base de surfaces agricoles qu'on utiliserait pour faire des céréales ou des légumineuses, des légumes. Il y avait un chiffre assez intéressant de l'INRA qui est le facteur 7, c'est qu'on a besoin de 7 fois plus de surface agricole pour pouvoir nourrir des non-végétariens, parce que du coup il y a tout le temps où on va alimenter ces animaux qu'on va ensuite mettre à mort. Enfin, voilà, c'était juste une petite réaction, je n'avais pas tout à fait compris ce que vous vouliez dire quand vous évoquiez ces inquiétudes. Voilà, merci. Il y avait d'autres questions au premier rang? Oui, c'est une question qui est en rapport avec la question précédente. C'est qu'est-ce que vous pensez de l'introduction de l'ours slovène dans les Pyrénées par rapport à la question animale? Est-ce que ça fait progresser les choses dans l'opinion publique? Oui, alors donc, par rapport aux deux questions, mais donc un peu en porte-à-faux avec la question de la nourriture, parce qu'en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on sorte un peu de la question de la nourriture, parce que cohabiter avec les animaux, c'est aussi peut-être penser nous-mêmes ce que sont les animaux, mais il faudrait aussi savoir ce que pensent les animaux, en tout cas ce que transmettent les animaux. Et il me semble qu'à l'époque technologique actuelle, on peut considérer que les espèces animales sont des civilisations en soi. On l'a bien vu d'ailleurs, même on parle même en ce moment beaucoup, puisque c'est à la mode de dialogue entre plantes et donc de relations entre plantes, mais les animaux ont des langages, ont des civilisations, ont des cultures. Tout ça, c'est une réalité qui sont sensibles. Alors on entend de plus en plus qu'ils sont sensibles, mais comme si on le découvrait, mais on le sait profondément, puisque nous-mêmes, nous sommes finalement des animaux. Quelque part, nous sommes proches d'eux, peut-être beaucoup plus que les plantes sont proches de nous. Et ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez la possibilité peut-être de répondre sur la question justement de la relation à l'animal, au langage. Aujourd'hui, il y a des possibilités. Alors, je pensais aux oiseaux parce que justement, vous avez commis une thèse sur la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des retours des animaux sur cette situation, ou même, voire même, peut-être des suggestions?
il est possible peut-être que les animaux nous envoient des signaux que nous n'entendons pas. Merci. Qui veut prendre la parole sur ces 4 questions? Oui, alors, rapide précision donc, sur le fait qu'on parle beaucoup d'élevage bovin et d'élevage en France. Pour moi, en fait, si on veut essayer d'être concret un minimum, on parle de ce qui se fait en France, parce que je suis très mal à l'aise avec le fait de juger l'agriculture brésilienne ou africaine, dans le sens où c'est pas mon domaine d'expertise, et puis au-delà de ça, je sais que même si je dis quelque chose ce soir, globalement, la politique changera pas là-bas. En revanche, je suis persuadée que consommer au quotidien, c'est aussi voter, et qu'en fait, en échangeant en France de ce qui se fait en France et de ce qu'on consomme en France, au final, on a moyen de changer les choses. Donc c'est pour ça que personnellement, je parle beaucoup de la France et de l'élevage en France. Et le modèle, effectivement, si on se met à dire que le monde se nourrit et qu'on ne nourrit pas le monde, on peut se dire que le modèle de la polyculture élevage, il a beaucoup d'avenir devant lui, et pas uniquement en France, mais aussi par ailleurs, parce que ça permet de diversifier en particulier le revenu. Mais en passant, c'est un modèle qui est vertueux, vous l'avez dit, en tout cas plus vertueux que certains autres modèles, mais c'est aussi l'un des moins rentables, parce qu'aujourd'hui on se rend compte, donc encore une fois en France et en Europe, mais que les pratiques vertueuses ne sont pas les plus rémunérées aujourd'hui. Et là, il y a un vrai sujet, encore une fois, de rentabilité économique et de viabilité des modèles les plus vertueux. Alors, au-delà de ça, effectivement, la culture évolue. Donc, on est capable de se passer de viande et d'avoir des moments de convivialité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, aujourd'hui, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui mangent de la viande, moi, je me vois pas me passer de viande dans mes moments de convivialité. Je pense que c'est en tout cas un droit aujourd'hui en tant que personne de se dire, bah, en fait, moi, j'ai envie de manger de la viande, j'ai envie de partager une côte de bœuf avec mes amis. Et ce droit-là, on doit, je pense, à titre personnel, je ne pense pas qu'il faille se culpabiliser parce qu'on mange une côte de bœuf. C'est ça que je voulais dire, en fait. Alors, c'est peut-être un petit peu raccourci, mais voilà, c'est qu'on a le droit de s'autoriser les moments de convivialité qu'on a envie de vivre. Et donc, si c'est autour d'une bière, c'est autour d'une bière. Si c'est autour d'un morceau de viande, bah, je crois qu'en fait, il faut respecter ça. Et en France en particulier, je crois que c'est très important pour un certain nombre de gens. Donc c'était juste ça, mais effectivement, je ne suis pas absolutiste sur le sujet. Sur les céréales, effectivement, les animaux d'élevage mangent les céréales. Alors, je veux juste faire une petite précision, parce que c'est très méconnu. On produit 2 grands types de céréales aujourd'hui. On produit des céréales pour la consommation humaine, et on produit des céréales qu'on dit fourragères. Ces céréales fourragères, en fait, elles ne passent pas les tests de qualité qui sont nécessaires pour être consommées par l'homme, pour plein de raisons différentes, des taux de protéines ou autres. Mais dans tous les cas, elles sont déclassées. Ces céréales-là, elles sont utilisées pour l'alimentation animale. Donc, il y a un vrai marché des céréales à destination des animaux. Et moi, dans ma ferme, en fait, je n'utilise que mes céréales fourragères pour nourrir mes animaux. Donc, il faut juste faire cette petite clarification-là déjà. Et puis, le chiffre que vous avez cité, il se repose en fait sur tous les modes d'élevage. Et en France, alors, je suis à peu près sûre à 90% de mon chiffre que c'est sur les bovins. Alors, encore une fois, pardon, mais c'est vraiment le sujet que je maîtrise le mieux. On est à 80% d'herbe dans la ration. Donc, si on promeut les modèles, en tout cas, qui sont vertueux, on arrivera à avoir quelque chose aussi de vertueux en termes d'utilisation des céréales, pour maximiser l'utilisation des céréales pour aussi la consommation humaine. Et puis, autre chose, mais qui est quand même intéressant, c'est tout le marché des coproduits. Donc en fait, il y a des déchets alimentaires qui sont produits par les industries, en particulier pour les brioches et autres. Donc en fait, ces résidus-là, en fait, ils sont utilisés par les éleveurs beaucoup, qui en fait prennent, c'est pas très cher, ces coproduits pour alimenter leurs animaux. Et donc les animaux adorent, et ça permet à plusieurs industries de se décharger à ça. Donc c'est tout ce qui est corn gluten, drèche de blé, ces choses-là. Enfin, juste petite précision sur les civilisations au sein dans le monde des animaux. Alors, je ne suis pas une philosophe ni une experte du sujet, mais je crois quand même que c'est avoir une pauvre définition de la civilisation que d'estimer que les animaux ont des civilisations. Je pense qu'elles ont des relations, elles ont une mémoire une vache, au bout d'un an, elle ne se souvient plus de son veau. Hein. Elles ont une mémoire qui est présente, mais qui n'excède pas non plus un temps démesuré. Donc, toute la notion de culture ancrée,
voilà, à une époque, j'ai beaucoup lu Hegel, donc quand je vois la vision de la civilisation et de la culture par Hegel et que je vois qu'on attribue ça à une vache, à des animaux en général, à des poulets, je me dis que là, il y a peut-être un problème de définition. Donc la civilisation, ancrée dans l'histoire, dans une culture où en fait l'humanité fait son destin collectif au fil du temps qui passe, ça c'est quelque chose qui est absolument inexistant chez les animaux, même s'ils ont un environnement social qui est remarquable. Bien, je vais repasser la parole aux intervenants, juste parce que c'est un peu dans le sujet. La question que vous posiez sur l'ours slovène m'amène à une petite remarque. Réintroduire de l'ours slovène dans les Pyrénées, c'est réintroduire une sous-espèce exotique dans les Pyrénées. Du point de vue de la biodiversité, si on est puriste, on ne peut que s'élever contre le fait qu'on mette une espèce qui n'est pas autochtone, qui a des différences génétiques, etc. Ça veut dire quoi ça derrière? Ça veut dire que dans ce domaine de la biodiversité, il faut faire très attention aux certitudes. On a des incertitudes scientifiques, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Et les catégories sur lesquelles on raisonne, les catégories d'espèces, des sous-espèces, etc., sont des catégories qui sont très très mouvantes. Donc on n'est pas dans des savoirs qui sont certains. Ça c'est une chose qui me semble très importante. Et donc ça me ramène à la remarque qui a été faite tout à l'heure sur la cristallisation des oppositions. Je pense que dans tous ces domaines, viande, savoir animal, civilisation animale, la première chose, c'est la modestie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et donc, quand il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, on discute, on attend, on ne juge pas forcément trop vite et on regarde ce qui se passe. Mais il faut, je pense, avoir cette attitude et éviter ces jugements. Le problème de l'ours slovène dans les Pyrénées, c'est le problème de la façon dont on le réintroduit. Ce n'est pas tant le problème de l'ours en lui-même, c'est la façon dont on décide de le réintroduire. Qui prend la décision et qui est impacté par la décision. Et c'est là que le problème se pose. Quand on a réintroduit les ours, je me souviendrai toujours de cette remarque de Nicolas Hulot, que je respecte par ailleurs beaucoup, mais qui à l'époque, il y a 15 ans, il a beaucoup évolué là-dessus, a dit on ne peut pas demander aux Africains de protéger l'éléphant si on ne protège pas l'ours. Alors c'est sûr que l'éleveur du Béarn, il n'en a rien à faire, enfin peut-être de l'éléphant, etc. Il ne va pas supporter l'ours parce qu'il faut que le ministre puisse aller défendre l'éléphant en Afrique, vous comprenez? Donc c'est le système politique, la façon d'imposer des décisions du haut qui est contestée à travers l'ours. Il y a des territoires où l'ours est accepté, des territoires où l'ours n'est pas accepté. Ça dépend aussi beaucoup des territoires sur lesquels ça s'exerce. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour dire qu'il faut éviter effectivement les cristallisations et les avis trop tranchés dans un domaine où il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, il faut rebondir sur le sauvage et l'impensé de la question de malade. Mais oui, je fais le lien avec l'ours. Hein. Il peut y avoir le même débat sur le loup. C'est pareil. Je ne trancherai pas le débat, on manque de recul et là vraiment de réflexion. Mais on peut se poser quelques questions. C'est-à-dire que l'ours était, il doit l'être toujours, protégé par la Convention de Genève. Il était en perdition, on va dire au moins dans cette partie-là de l'Europe, hein, parce que je rappelle que vous allez un tout petit peu plus loin en Europe, c'est-à-dire en Russie, vous avez des meutes de loups qui rentrent dans les villages, je veux dire, et on le chasse en hélicoptère, donc il n'est pas en perdition. Mais dans cette partie-là de l'Europe, il l'était. Il a été protégé. Les populations ont augmenté, sont aujourd'hui plutôt bien portantes, que ce soit sur le côté franco-italien ou franco-espagnol. Puis maintenant, on sait, il s'aventure, il est dans les Ardennes, on le voit un peu partout. On pourrait se poser la question, moi c'est celle que je pose, est-ce qu'il reste protégé? Je me mets dans la peau d'un éleveur de brebis, je prends d'abord le fusil de chasse, quoi. Je veux dire, c'est... Et non, je dis ça de manière un peu provocatrice, mais je vais poursuivre la réflexion. Je veux dire, pourquoi je pose cette question-là? C'est-à-dire pas seulement, on pourrait prendre en compte que les conditions
conditions d'élevage ont changé, puis qu'en effet, ces crétins d'éleveurs, aujourd'hui, ils ont des grands troupeaux, ils les gardent plus, alors qu'avant, le berger était là avec 3 chiens et son fusil, justement. Mais le loup, s'il prend pas... Le loup, c'est un animal sauvage, tout à fait opportuniste, comme le sont tous les animaux. Il a à manger, dis donc, à pas cher et facile. Hein. C'est quand même plus facile que plutôt d'aller prendre un coup de corne d'un cerf ou d'un chevreuil. Il a une brebis offerte, je veux dire, sur un plateau par l'activité humaine. Donc, pourquoi il se priverait? C'est le constat, comme ça. S'il ne prend pas de coup de fusil, eh ben, je veux dire, il va continuer. S'il s'en prend un, il est loin d'être con, il va se dire, j'y vais plus. Et je vais retourner manger du bouquetin, de l'isard, etc. Donc, je veux dire, je pense, je livre ça au débat. Enfin, j'ai déjà eu un peu ce débat-là avec des éleveurs et des paysans. Moi, je pense qu'en effet, il faut protéger le loup, mais ça n'empêche pas qu'on peut lui faire sonner une chevrotine aux oreilles, quoi. Hein, voilà, en gros, c'est le rapport au sauvage, pour moi, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment, si le sauvage, il est plus chassé, quand il s'approche, eh ben, il est plus sauvage. Il va se domestiquer tout seul, comme un grand. Je veux dire, c'est le... Je continue un peu sur ce que vous souleviez. Moi, je suis que journaliste, je ne suis pas philosophe des rapports homme-animal, etc. Mais ce que j'observe, parce que, on va dire, c'est mon terrain de jeu depuis longtemps, je sais plus, je crois que c'est vous qui parliez de la biodiversité en forêt, qui est quand même relativement pauvre par rapport à celle des espaces ouverts. Je trouve qu'il y a un des lieux d'observation du sauvage est fantastique. Et on revient à l'interaction être humain-nature, ce sont les lisières. Les lisières, le bocage, les haies. Et c'est là où se développe le maximum, en flore comme en faune, d'animaux. J'ai eu l'occasion de faire un film sur le bocage il n'y a pas très longtemps, en fait. C'était il y a quoi? Il y a deux étés pour Canal, sur les paysans qui replantent des haies, qui protègent le bocage. Et c'est vrai que, même si je le sais, je suis né dans un pays de bocage, un pays de bocage massacré, mais je veux dire, j'ai redécouvert vraiment une diversité, toute espèce, y compris, je veux dire, insectes, serpents, etc., fabuleuses, sur des vieux bocages comme la Creuse, qui sont presque, aujourd'hui, ils ont une nature conservatoire, quoi. Hein. Donc, je pense que le sauvage, il faut accepter l'idée de se faire mordre, de se faire attaquer, d'avoir de la prédation. C'est normal de l'avoir de la prédation. Bon, moi j'ai habité pendant longtemps vraiment dans un petit village en campagne et j'avais un poulailler pour mes œufs et puis pour manger. Je faisais des bandes de poulets pour manger et mes poules, je les rentrais le soir, mais souvent je les lâchais. Bon, en gros, une fois par an, j'avais un renard qui me baisait un poulet. Bon, j'ai toujours estimé que c'était mon dû à la nature. J'ai jamais cherché à aller tuer le renard. C'est pas possible. Une autre fois, j'ai une biche qui avait sauté la clôture, qui avait ratiboisé le potager. J'avais 200 mètres carrés de potager quand même. Bien bio, tout impeccable. Elle avait tellement mangé qu'elle était vautrée au milieu. Elle ruminait, elle était là tranquille, elle digérait. C'était le matin, je me lève, je regarde par la fenêtre, je dis c'est pas vrai, je la vois magnifique. Le premier mouvement, c'est dit, bon de non, si j'avais un fusil, une biche, finalement c'est pas si mauvais. Puis après j'ai éclaté de rire, j'ai dit bon allez. Voilà. Donc il faut accepter la prédation. Si on respecte le sauvage, il faut accepter la prédation. Voilà. Il y avait autre chose? Oui, si, quand même, important, sur je sais plus, sur les questions, ce qui sous-tend une partie de vos questions et de vos interrogations, et qui est au cœur de notre société aujourd'hui, c'est le rapport à la mort. Il faut quand même mettre les points sur les i. Sur la question de l'élevage, est-ce qu'on peut garder des animaux sans les tuer? À quoi ça sert, à la limite, je veux dire. C'est-à-dire que moi, je peux témoigner que de mon point de vue. Hein, je veux dire, moi, je trouve que, voilà, je suis en haut de l'échelle, hein, dans la chaîne trophique. On est au sommet, c'est Darwin qui nous l'explique. Et d'être au sommet de la chaîne trophique, ça nous demande d'une part d'assumer cette place, c'est-à-dire que pour manger, faut tuer. Bon, je veux dire, Spinoza le dit très bien. Spinoza, il accepte le droit de vivre, c'est aussi le droit d'être mangé. Hein, je fais un raccourci de Spinoza, mais le droit de vivre, c'est le droit d'être mangé. C'est ce qu'on appelle le droit naturel. Et puis, il y a un droit supérieur. Le droit supérieur, c'est ce que les êtres humains, en collectivité, érigent en société. Hein, c'est les lois, les constitutions, etc. Et ça, c'est le fruit des rapports de force dans la société qui font les lois. Donc, je veux dire que ça,
les civilisations animales, pour citer entre guillemets monsieur, elles n'en sont pas au droit supérieur. Hein. C'est-à-dire que la gradation, quand on regarde les animaux, moi je pense qu'en effet, et on n'a pas fini de découvrir, on peut être extrêmement modeste par rapport à ça, comme vous le disiez, on découvre, je veux dire, des qualités très très proches de nous chez les animaux, capables de langage, capables de faire des outils pour certains, etc., partiellement capables de transmettre, même si on regarde les grands singes. Mais le seul animal qui rassemble tout, c'est quand même l'homme, et on peut se poser la question de manière aristotélicienne de la finalité, c'est-à-dire la finalité de l'être humain. Je ne vais pas dire que c'est tous de faire de la philosophie, mais c'est quand même la culture. La finalité d'un porc, même le plus intelligent, c'est pas de lire Aristote, quoi. Donc, je veux dire, c'est pour tout ça pour expliquer la chaîne trophique et assumer la mort. On est dans une société qui a évacué la mort. Regardez, on fait mourir les vieux à l'hôpital, on n'a même plus le droit de mourir à la maison, c'est quand même assez dramatique. Moi, je suis d'une génération où il y avait 3 générations à la maison, et les vieux, on s'en occupait. Je vous disais tout à l'heure, on ne sait plus plumer un poulet. Donc, je veux dire, quand on évacue la mort, je comprends parfaitement l'interrogation des générations plus jeunes et urbaines qui ne savent pas que c'est normal de tuer pour manger. Moi, j'étais gamin, une fois par semaine, il y avait l'abattage ouvert. Dans la rue, c'est important, hein. À l'époque, ce n'était pas confiné. Puis j'ai connu comment on tuait le cochon à la ferme. C'était un moment grave. Je veux dire, moi, j'ai appris tout gosse. Il y avait le silence quand fallait donner le coup de merlin ou trancher la gorge. Personne ne rigolait. On a appris que ça faisait partie de notre responsabilité, que c'était un moment grave, que ce n'était pas anodin. Et c'est aussi pour ça qu'on ne tuait pas n'importe comment, n'importe quand, n'importe quoi. Aujourd'hui, plus personne transmet ça. Plus personne. Je veux dire, sauf ceux qui sont encore à la campagne et qui ont encore ces pratiques paysannes. Mais je veux dire que, et puis je vous dis, je veux dire, aujourd'hui, plus personne ne... On évacue la pensée même de la mort. On l'a industrialisé. On va à l'EHPAD et on finit en soins intensifs, et puis après, je ne sais plus comment on appelle ça, en sédation profonde. Merci. Alizé, tu veux dire un petit mot qui sera sans doute le dernier, vu l'heure? Ouais, la pression. Non, mais juste sur le droit de vivre, c'est le droit d'être mangé, mais en fait, à quel moment, maintenant, nous, on prend le risque d'être mangé quand on chasse ou quand on élève? Non, la question, c'est de la chaîne trophique. Ouais, bon, d'accord. Moi, je veux bien que l'ours... Bah, c'est les réflexions. Parce qu'un ours a tué quelqu'un qui Oui, se promène. mais sauf que du coup, on est dans des rapports hyper inégalitaires là quand on dit ça. Enfin, non, mais je parle parce que c'est les réflexions notamment de Val Plumwood quand elle s'est fait attaquer par un crocodile, où c'est assez intéressant, où justement là, elle rappelle ce que c'est qu'être proie. Et du coup, quand on prend ce risque-là, ok, à la rigueur, mais c'est plus du tout ce qu'on fait aujourd'hui en fait. Et du coup, il faut que je finisse sur le sauvage, c'est ça? Pardon. C'était quoi la question, pardon? Les signaux qu'envoient les animaux. En fait, je vais revenir encore une fois sur le fait que je rejoins Laurent, ce que j'avais dit, qu'il faut une forme d'humilité sur ce qu'on comprend ou pas d'eux. Et sur la question du sauvage, je vais peut-être revenir sur ce que je connais donc en ville. Il y a effectivement cette idée que, en fait, la notion de sauvage est polysémique, et du coup, quand on prend le sauvage comme ce que vous dites, ce qui est lointain, du coup, l'animal, quand il s'approche ou quand on commence à cohabiter avec lui, il n'est plus considéré comme sauvage. Et donc, concrètement, moi, les animaux sur lesquels j'ai travaillé en ville, que j'appelle des animaux sauvages urbains, je ne suis pas la seule à travailler dessus d'ailleurs, on a une autre thèse qui arrive sur ces questions avec les mammifères. On est sur des animaux sauvages dans le sens où ils n'appartiennent à personne juridiquement, où ils sont quand même relativement libres dans leurs déplacements et pour accomplir leur cycle de vie en ville, même si même s'ils vont profiter de ressources humaines éventuellement alimentaires, etc. C'est indirect et il n'y a pas d'intentionnalité du citadin à la présence de ces animaux. Donc moi je considère qu'ils sont sauvages. Après effectivement à cause de cette idée de sauvage lointain, etc. Oui, moi, beaucoup des habitants que j'ai interrogés considèrent que dès que les oiseaux s'approchent trop, dès qu'ils sont dans des espaces qui sont plus considérés comme des espaces de nature, donc typiquement dans la rue,
voilà, dans des espaces minéraux, ils sont plus sauvages et au final, là on est encore sur juste de la symbolique de ce qu'on met ou pas derrière les animaux et donc de la place qu'ils doivent avoir ou pas, est-ce qu'ils sont bien à leur place ou pas. Et en fait on regarde pas ces animaux aussi comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des individus, des êtres vivants sensibles. Et donc en fait au final, je trouve que la question de cohabiter avec eux, que ce soit en ville ou ailleurs, c'est pas tellement la question est-ce qu'ils sont sauvages ou pas par rapport à des définitions de sauvage, de comment on va définir le sauvage, mais c'est concrètement comment ils se comportent, essayer de comprendre comment ils se comportent, parce que là la déconnexion elle est pas que dans l'assiette, elle est aussi effectivement, avec le fait qu'on ne vit plus vraiment au quotidien avec certains animaux, même en ville, il y a beaucoup d'oiseaux, mais beaucoup de gens les voient plus, ou on les regarde plus, ou on ne sait pas comment ils fonctionnent, et on ne connaît pas leur comportement, même si évidemment, encore une fois, on peut se tromper dans l'interprétation des comportements, mais il y a quand même des choses, en fait, on ne les observe plus, et on prend plus le temps de les regarder comme, en fait, aussi des individus avec qui vont exprimer des comportements et éventuellement des choix, etc. Et donc je pense que c'est plutôt ça la question, moi je trouve qui est importante en fait, c'est comment on fait aussi pour, dans la cohabitation, pour revoir en fait aussi ces animaux comme en fait des cohabitants. Et voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Oui, alors c'est vraiment un mot général pour prendre un tout petit peu de hauteur, mais juste mettre en garde quand même en fait, le relativisme qui peut gagner les discours. Parce que quand on parle d'individus, de civilisation à propos d'animaux, en fait, on est tout près de basculer dans le relativisme. Et à chaque fois que c'est arrivé, c'était une catastrophe dans l'histoire. Et en particulier, je prends l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a des hommes qu'on appelait les Untermensch qui étaient considérés comme en dessous des animaux. Et aujourd'hui, en fait, quand on aborde le sujet des animaux qui ont des droits, qui doivent être comparés à nos droits, etc., je suis d'accord qu'il faut prendre en compte leurs intérêts, mais il faut toujours se souvenir, pour éviter de basculer dans le relativisme, que l'homme, quand même, a sa valeur propre. Et entre un bébé et un chaton, je préférerais toujours un bébé, mais c'est caricatural, mais ça reste important à rappeler dans nos réflexions, quoi. Bien, merci à nos 3 intervenants de ce soir. Je crois que la discussion a été riche. Merci à vous d'être venus et bonne soirée. C'est